Okay, buddy. Come on, let's go. Chers amis de la cinéphilie et donc de Filmo TV, ceci est un salon dans lequel se réunissent des maniaques qui parlent de cinéma avec un enthousiasme délirant et parfois une mauvaise foi absolument remarquable. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir parmi ces cinéphiles encartés un cinéphile lui-même encarté, qui par ailleurs est cinéaste, Luc Béraud. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous présente très vite Monsieur Charles Nemech. Bonjour. Monsieur Didier Philippe Gérard, qui vont être là pour vous asticoter, enfin plutôt asticoter notre sujet. Luc Béraud, on vous connaît tous, mais quand même pour les gens qui nous regardent, rappelez que vous fûtes assistant de grands cinéastes, ou de cinéastes remarquables et remarqués. Je pense à Jean Eustache, je pense à Rob Grillet. Vous avez été scénariste. Rivette, Duras. Rivette, Duras. Vous avez été scénariste pour un certain nombre de grands cinéastes français. Monsieur Jessua, dont on parlait, qui est un cinéaste qui mérite d'être un peu réhabilité. Monsieur Laurent Henneman, qu'on connaît beaucoup. Claude Miller, pour lequel nous avons une affection particulière. Et puis vous êtes cinéaste, vous avez réalisé 3 films, La Tortue sur le dos, Plein Sud et La Petite Amie, entre autres activités. Et vous faites partie du cercle quand même relativement large en France, et ça mérite d'être noté et salué, des cinéastes cinéphiles qui rendent à César et à Lumière ce qui est à eux. Donc c'est pour ça que vous êtes là, c'est aussi parce qu'on vous connaît et qu'on vous aime beaucoup. Et donc on va parler aujourd'hui à la fois des Allemands à Hollywood, de la Fox et de 2 grands cinéastes qui sont un peu les représentants de allemands dans ce salon, qui sont Ernst Lubitsch et Otto Preminger. On dit Preminger en allemand, Preminger parce qu'il y a une grande carrière américaine, voilà, au travers de 7 films. Alors d'abord, comme ça, au débeauté, votre sentiment un peu sur ces 2 cinéastes, sur cette ambiance de la Fox pendant la Seconde Guerre mondiale, en quoi ça concerne votre cinéphilie ? D'abord parce que Lubitsch, pour moi, est, je crois, mon cinéaste de chevet. Je me délecte à revoir et sans arrêt ses films, cette espèce de génie de la narration qu'il a, et l'impertinence, et en même temps le charme délicieux, et puis sa direction d'acteur, le choix de ses acteurs, et tout ça, je trouve ça extraordinaire. Et quant à Preminger, il est lié à Lubitsch, puisqu'il lui a succédé. Il l'a remplacé sur un film. Il faut dire que Lubitsch a eu une crise cardiaque. Alors moi, je l'ai daté en 1943. 1943 est la première. Et après, son ami et scénariste, comment il s'appelle, celui qui a assisté quand il est mort, j'ai oublié son nom, lui, date de 1945. En fait, c'est sa 2e crise cardiaque et celle qui va l'emporter. Et entre-temps, sur La Dame au manteau d'Hermine. Voilà. Et entre-temps, il a eu le temps de faire Cloney Brown. Et sa première crise cardiaque est arrivée à l'été 1943, c'est-à-dire pendant le montage du film dont on doit parler, qui est Le ciel peut attendre. Le ciel peut attendre. C'est arrivé, en septembre, je crois, voilà, juste ça, après la fin du tournage. Voilà. L'été. Oh, Henry. No girl in New York walked on 2 more beautiful legs than you. Little Constantinople. Well, Henry, I still walk, and on the same 2 legs. And I'm sure they're still as beautiful. Well, Henry, I'll let you be the judge of that. Et donc, à ce moment-là, il devait faire Royal Scandal, et c'est Preminger qui l'a fait. Alors, quels sont les liens entre les deux? C'est assez curieux, parce que en regardant un petit peu ma documentation, j'ai vu que quand il a fait La Dame au manteau d'Hermine, il a commencé le film, donc en 1947, et il est mort pendant le tournage. Il a assuré 33 jours de tournage, et il se trouve qu'il avait fait des lectures avec ses comédiens, comme on fait souvent, et comme les directeurs d'acteurs font souvent avec leurs comédiens. Et donc, à un moment donné, Preminger avait demandé quelque chose pour un plan. C'est Preminger qui a remplacé Lubitsch à sa mort, 1 semaine après. Et donc, un des comédiens dit « Mais attention, c'était pas du tout comme ça que Ernst voulait faire la chose et tout. » Et à ce moment-là, de sa voix tonitruante, c'était un mec extrêmement odieux, Preminger, en tournage. Et il a dit
Lubitsch est mort. Et donc, voilà, et il a fait son plan merdique, ce qu'il voulait faire. Voilà, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Le film est assez faible. Au travers des quelques films qu'on va commenter. Je vais juste, en préliminaire, rappeler quand même que la communauté allemande à Hollywood, pendant la période muette et ensuite pendant la période nazie, n'a cessé de s'accroître et de se développer. D'abord pour des raisons purement économiques, d'abord parce que le cinéma allemand était puissant, les opérateurs allemands étaient renommés, et ensuite parce qu'il y a eu un certain nombre de juifs qui ont préféré fuir l'Allemagne nazie pour se réfugier à Hollywood. Mais on commence donc pendant la guerre, on est à la Fox, la grande carrière de Lubitsch. C'est une star, en fait, il a signé à la Fox, c'est déjà une très grande vedette. Et il réalise le premier film dont on va parler, qui est Le ciel peut attendre, en 1943, qui a la particularité d'être un film en Technicolor, et qui n'a rien à voir avec un autre titre, un autre Ciel peut attendre, réalisé bien des années plus tard, qui lui était inspiré du défunt récalcitrant. Donc là, est-ce que quelqu'un veut... On peut se permettre quand même de dire oui, que Le ciel peut attendre, l'autre film du même titre, est un film de Warren Beatty et avec Warren Beatty en 1978. Absolument, et qui était le remake d'un film d'Alexander Hall qui s'appelait Le défunt récalcitrant en 1943, je crois. Donc, mais ça, le sujet n'a rien à voir, si ce n'est que c'est une histoire de revenant, quoi, en quelque sorte. Puisque vous y êtes, vous ne voulez pas nous donner un peu l'argument du film qu'on voit plus clair ? Mais l'argument est relativement simple. En l'occurrence, un homme interprété par un acteur formidable qui s'appelle Don Ameche, vient de mourir. Et il se rend de son propre chef en enfer. Et il est reçu par le diable lui-même. Qui est très civil. Qui est d'une élégance et d'une civilité rare. Laird Craigar. Et le diable demande à cet homme ce qu'il vient faire ici. Et l'homme en question lui dit « mais je mérite l'enfer ». Ah bon, et pourquoi cela? Expliquez-moi. Et il va commencer à raconter sa vie, qui, allez, disons-le, est une vie de séducteur, de cabotin, d'escroc, un peu de manipulateur, et qui, je veux dire, ne mérite peut-être pas tout à fait. Mais ce sont des péchés véniels. Ce ne sont pas les critères de l'enfer pour l'éternité, mais il raconte son histoire au diable, et tout cela est, comment dirais-je, situé à des anniversaires du personnage en question, mais des anniversaires divers. C'est une série de chapitres, en fait. Exactement. Donc voilà, ça c'est l'argument. N'en disons pas plus. Mais je sais que je ferais de la peine à Charles si j'en disais plus. Charles, voilà c'est le garde-barrière. Des flingues, là. Mais alors, je voulais, parce que je pense que ça arrive suffisamment tôt dans le film pour qu'on considère que ce ne soit pas un divulgachi, comme diraient les Canadiens. Devant son Excellence, le diable, lui demande comment s'est passée sa mort. Et il dit, écoutez, j'avais dîné en mangeant tout ce que le docteur m'interdisait. Je me suis endormi et quand je me suis réveillé, il y avait toute ma famille et proches qui étaient autour de moi, qui parlaient à voix basse en disant du bien de moi. C'est là que j'ai compris que j'étais mort. Les dialogues sont étincelants comme toujours. Ce qui est quand même très intéressant, c'est que c'est un film qui est construit sur la notion du péché. Et on voit bien le côté malicieux de Lubitsch. Des péchés qui sont quand même relativement véniels, mais dans lesquels on se complaît de manière absolument ravissante. Je pense à Charles Coburn qui joue le père du héros. Le grand-père, et qui est une personnalité dont la faconde est incroyable, qui est prêt toujours à se lancer dans des blagues ou des plaisanteries incroyables, et qui est complice de tout ce qui est transgressif dans le film, et qui est un peu, on a l'impression que Lubitsch ricane derrière lui, un peu d'une certaine manière. On ne peut
pas ne pas citer Non. le personnage féminin principal, qui est interprété par Jean Tierney, dont nous aurons l'occasion de reparler dans d'autres films ici, et qui est absolument divine. Et on comprend qu'elle devient la femme de la vie de cet homme, qui, même s'il a une existence un peu légère parfois, dirons-nous, est fou d'elle, et on le comprend fort bien, et elle l'accompagne durant toute sa vie. Moi, je ne sais pas comment s'est passé le tournage sur le plateau et tout. Le Tierney, que j'aime beaucoup, qui est d'une beauté fracassante et tout ça, je ne suis pas sûr qu'elle ait vraiment l'esprit loubitschien. Et on en parlera tout à l'heure quand on va parler de Preminger. de Clooney Brown, Ah oui. avec Jennifer Jones, qui, elle Sur la voilà, pointe des pieds. elle est un tout petit peu en retrait, je trouve. Et puis, alors, moi, personnellement, j'aime pas beaucoup Don Ameche. Je trouve qu'il a une grande carrière de séducteur derrière lui. Je trouve qu'il n'a pas la classe de Melvin Douglas ou Même de Charles Boyer. Oui, même de Charles Boyer et surtout de Maurice Chevalier, que je trouve dans les films de Lubitsch, c'est une merveille, Chevalier. C'est un très bon comédien. Mais le film, en plus, a peut-être une contrainte à laquelle on ne pense pas. C'est que c'est un film lourd, dans le sens que on est en 1943, c'est un Technicolor. Ouais. Et c'est évidemment un film de studio, comme tous les films dont nous allons parler, mais on sent qu'il y a des contraintes de production qui sont assez présentes. Et j'ai regardé que les directeurs artistiques du film ne sont pas ceux avec qui il a l'habitude de travailler. Et les décors chez Lubitsch sont capitaux, notamment dans les films muets, mais ensuite... Et alors, j'ai vu qu'il avait un décorateur qui avait quitté l'Allemagne avant lui, qui s'appelle Dreyer, et qui n'a rien à voir, avec l'autre, pareil, et que j'ai revu dans plein d'autres génériques, et qui était un homme de génie absolu. Et là, il n'est pas là, Dreyer. Alors, est-ce qu'il était mort ou quoi, je ne sais pas. Et alors ça, c'est les directeurs artistiques, et je trouve que le film est empêtré dans un fatras, les plans sont compliqués, il y a des trucs dans tous les sens. Les décors sont très riches. Ah oui, je trouve que ça alourdit. Alors que dans le film suivant, de Clooney Brown, il a retrouvé... Bon, il se retrouve en noir et blanc, hein, son domaine, et c'est beaucoup plus simple, et je trouve que la mise en scène est du coup bien allégée. Alors, il est possible aussi que les caméras Technicolor, qui étaient des monstres, c'est exact, aient alourdi les choses. Voilà. Et la lumière aussi. Charles. La dernière fois, en parlant de Kayat, ce qui n'a rien à voir, on avait mis une hypothèse suivante, c'est que la couleur l'avait enlisé. Handicapé, en tout cas. Et je pense que c'est son premier film en couleur. Lubitsch, oui. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que le choix des collaborateurs délibérés ou recommandés fait qu'il faut gérer la couleur. Il y a une espèce de rapport à la couleur gourmand de personnes pas habituées. C'est-à-dire que tout est trop coloré et il y a trop de... Un film de parvenu, vous voulez dire? Pas tout à fait, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est en noir et blanc alors qu'il y a déjà pas mal de films en couleur. On dit, tiens, vous allez faire de la couleur. Et c'est comme les débuts de la télécouleur. Il faut que ça pète, parce que ça peut. Donc, d'une certaine manière... Oui, il y a une sorte d'opulence un peu obligatoire. Et les plans ne sont pas si complexes que ça, mais le contenu des plans, visiblement, est encombré. Et c'est-à-dire qu'à la différence de ce qu'on a dans le Lubitsch libre de ses gestes et de son élan, c'est que les personnages sont des éléments de l'image, alors que, normalement, ils sont l'élément de l'image derrière lequel s'organise le décor et l'atmosphère. Et ça, je pense que ça tient à la surabondance de lumière qu'impose le Technicolor à cette époque-là. On ne sait pas faire de clair-obscur parce qu'on ne sait pas gérer les zones sombres. En tout cas, on ne tente pas le code de faire. Enfin, c'est l'hypothèse que j'ai. Mais moi, je vais un peu défendre le film par rapport à quelques méchancetés que vous avez dites. C'est que Jean Tierney, elle n'a pas la Lubitsch légèreté, touch, mais elle n'est pas là pour ça dans ce scénario, au fond. C'est-à-dire qu'elle est objet de désir et personnage de raison, mais elle n'est pas déclencheuse et animatrice de l'intrigue. Donc c'est étrangement un personnage semi-passif. Si vous prenez le grand-père, si vous prenez Don Amici, parce que je pense que c'est Amici qu'il faut dire, puisque c'est la graphie américanisée de son nom italien d'origine Amici. Donc si vous prenez
ces personnages. Si vous-même vous prenez le père avec ce côté stiff upper lip, ce qui est sa réplique régulière, eux sont les moteurs de la comédie, et eux, si on regarde bien, sont beaucoup plus en mouvement, en circulation, en cavalcade. Et je voudrais arriver à une chose qui m'a frappé, et c'est là où il y a du génie chez Lubitsch, c'est que les beaux-parents du Kansas, eux, sont dans l'immobilité totale. C'est-à-dire que, alors que ça circule autour d'eux, ça cavale, ça s'attrape, ça se passe, eux, le père surtout, cette espèce de taureau installé dans sa place dans le décor, autour duquel on tourne, et avec son énorme voix, et contre lequel on bute. Je veux dire, on pourrait faire une sorte d'analyse quasi balistique de la mise en scène de Lubitsch, qui est, et c'est ça qui est extraordinaire chez Lubitsch, jamais savante, puisqu'on va parler de Preminger après, qui est une espèce d'expert de la mobilité dans l'espace. Chez Lubitsch, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a un souvenir de théâtre, au fond. Et on peut dire à ce propos, c'est peut-être l'occasion d'en dire quelques mots, que la carrière de Lubitsch, c'est d'abord la carrière d'un jeune homme qui, par passion du théâtre, rentre à Berlin avant la Première Guerre mondiale comme comédien, et puis est attiré par le cinéma, les premières structures de production cinématographique allemande, et devient l'équivalent. Devient comédien et devient l'équivalent de, non pas de Chaplin, mais devient une star du cinéma allemand dans des rôles comiques. Juif, hein. Juif. Le juif. Toujours un personnage juif. Et il travaillait avec Max Reinhardt, voilà, qui est le Louis Jouvet. Le pape du théâtre allemand. Du théâtre allemand, et qui d'ailleurs le cantonne, lui dit tu restes dans la comédie, voilà, alors qu'il rêvait de jouer des rôles shakespeariens et tout ça. Et alors, le troufion allemand pendant la Première Guerre mondiale est diverti par le personnage incarné par Lubitsch, qui est un juif, ce qui ne manque pas d'un certain paradoxe quand on connaît la suite des événements. Et Lubitsch, à ce moment-là, ce n'est pas aussi coupable que par la suite. Non, mais ça, on sait que la suite sera plus tragique. Et c'est là que Lubitsch apprend tous les métiers, puisque c'est une période où on est au four et au moulin, on est devant, derrière la caméra, on a les capacités de tout faire. Et c'est à partir de là qu'il met en place ce savoir-faire et surtout ce désir de lui-même raconter des histoires qui fait qu'il renonce à un moment à un rôle de premier plan, celui d'acteur star, pour petit à petit passer à la narration, l'écriture et la mise en scène, ce qui l'amènera aux États-Unis. Dès le départ, il écrit avec j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui a été son ami, et le jour où cet ami a eu une liaison avec Madame Lubitsch, il n'avait plus du tout d'humour. Hein. Ça s'est moins bien passé dans la vie que sur les plateaux. Et ils écrivaient ensemble, c'était des trucs d'une bobine ou deux et tout ça, et ils travaillaient comme des fous. Hein. Ouais. C'était dès le départ, Lubitsch, alors il a eu l'élégance de ne jamais signer. Alors, voilà, il ne signe pas, on ne le voit pas au générique des films. Qui interdisait le fait qu'il signe, mais il était très, très, très présent. Et il y a un truc que raconte Billy Wilder qui est absolument formidable, c'est que quand ils écrivaient ou Ninotchka ou... To Be or Not To Be ? Non, la huitième femme de Barbe Bleue, ouais. Quand ils écrivaient le film avec donc lui et j'ai oublié Charles Brackett, dès qu'ils arrivaient, donc Lubitsch était présent à toutes les séances, en général un scénario s'écrivait en 6 semaines, et quand ils étaient bloqués sur quelque chose, Lubitsch se levait, il disait « je vais pisser ». Et il disparaissait. Et quand il revenait, il disait « c'est très simple, il suffit que la porte soit ouverte ». Et à tel point que les deux pensaient qu'il y avait un nègre, un complice dans les chiottes, et qui écoutait le truc et apportait la solution. What happened? They left in a cab. They're going to get married. Married? Frederick! Oh, Randolph, where does he get it from? Now, Bertha, keep a stiff upper lip. Sir, I am still too dazed to express myself clearly, but I assure you that the sentiments of our family are with you. If this happened at home, my husband would jump on a horse and lasso them back. Don't you tell me what I would do. But there's one thing I am going to do, disinherit her. She'll never see another nickel of mine. We came here from Kansas a happy family. Well, anyway, a family. We loved our Martha. Don't mention her name again.
And if she comes crawling back to me on her knees, she'll find the door closed. And don't you open it. Please, dear family, thank you for your efforts to comfort me in my bereavement. But I feel there are others who need even more consolation than I do. Uncle Randolph and Aunt Bertha, you will have to forget as the years pass by that you are the parents of the guilty party. And you, Mr. and Mrs. Strable, well, there's very little I can say to sustain you. And to you, Mrs. Cooper, I offer our deepest apology for the unfortunate interruption of your beautiful aria. I would like to go on, but straight's too much. La tradition veut aussi que, et là quand même on a quasiment que des aphorismes pendant tout le film, la tradition veut qu'on cite toujours une réplique, et il y a un débat à un moment entre la mère et le père, entre Don Amici, sa mère raconte l'histoire d'amour avec son père, et elle décrit le coup de foudre entre eux, et elle dit « Et ton père n'a jamais été une étincelle ». Ce qui est très beau, c'est que quand même, Lubitsch a ce talent de montrer quand même l'immense majorité de ses personnages, en tout cas dans les films qui nous concernent, sont des imbéciles. C'est-à-dire qu'il a ce côté, cette tendresse à la Molière, qui consiste à montrer des comédies de caractère dans lesquelles les personnages sont ridiculisés, mais avec une certaine forme de douceur quand même. La douceur a bien disparu après la deuxième crise cardiaque, parce que dans Tony Brown, c'était quand même... Ah oui, alors là, on va en parler. On est presque chez Mocky, là, de tellement les gens sont médiocres. Ouais. On y vient tout de suite. Je donne juste une autre réplique du film, parce qu'elle la trouve ravissante. À un moment, Gene Turney dit « Je ne voudrais pas être une vieille fille au Kansas ». On sent bien qu'il y a un destin funèbre derrière cette perspective. On enchaîne toujours sur un film de la Fox, on aura l'occasion de reparler de Daryl Zanuck, qui est quand même le tyran, le grand tyran, mais le tyran éclairé, si j'ose dire, qui a permis que tous ces films soient faits, parfois dans la douleur, mais qui est quand même une personnalité intéressante. La folle ingénue, Cloney Brown, 1945, le deuxième film d'Ernst Lubitsch qu'on va traiter maintenant, donc après sa première crise cardiaque. Il se soigne, il revient aux affaires contre la vie de ses médecins, il se soigne en faisant du cinéma, ce qui lui sera fatal, mais finalement, il a vécu comme il l'a voulu. Charles, vous voulez dire quelques mots pour présenter La folle ingénue ? Écoutez, c'est l'histoire de l'éducation d'une jeune fille dont on suppose qu'elle est orpheline puisqu'elle vit chez son oncle et qui a une passion pour la plomberie, ce qui ne se fait pas du tout à l'époque de l'entre-deux-guerres. Où nous sommes, c'est ça la date On est juste avant la guerre. Le film sort à la fin de la guerre, mais l'action se déroule juste avant la guerre. Et donc ça ne se fait pas. Et donc elle est expédiée à la campagne, ça se passe en Angleterre, elle est expédiée à la campagne pour faire femme de chambre chez les gens de la haute. Voilà. Et circule dans tout ça, parce que je ne voudrais pas trop documenter l'histoire, un personnage joué par Charles Boyer, qui est un Tchèque, écrivain tchèque qui serait en délicatesse avec les nazis, ce que l'on peut comprendre. On n'arrive jamais à savoir quel est le degré réel de son engagement politique. C'est un imposteur, c'est un écornifleur. En fait. Voilà. Et simplement, il joue de ça pour titiller la culpabilité de jeunes gens un peu pusillanimes mais exaltés, qui sont, pour l'un des deux, Peter Lawford, le fils des aristos chez lesquels la sympathique Cloney Brown va faire femme de chambre, interdite de plomberie. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a toute une histoire de fiançailles, épousailles, relations avec les gens du cru, portraits sanglants divers et manigance de Charles Boyer, le Tchèque trouble. Ça part dans tous les sens. C'est d'une méchanceté absolument délicieuse et je ne raconterai pas l'histoire. Mais c'est un film quand même qui est extraordinairement graveleux, dès lors qu'on se rend compte que Lubitsch
a codifié évidemment tout ce qui pouvait être coquin en le dissimulant derrière le rapport à la plomberie, quoi. C'est ce qui, c'est le film est hallucinant, il ne parle que de cul, quoi. Il y a même des plans qui sont obscènes. On a vraiment l'impression que les tuyaux sont des organes masculins et tout ça. Il y a une phrase de Chaplin que je voudrais citer qui est « Sans être libidineux », il parle de Lubitsch, « Sans être libidineux, il pouvait mieux que tout autre metteur en scène de ma connaissance montrer la grâce et l'humour du sexe. » Et le film ne parle que de ça. Que de ça. Avec du désir. Ce personnage délicieux de Cloney Brown qui est toujours là où on ne l'attend pas. Elle est toujours en porte-à-faux par rapport à toutes les situations. Et alors, la deuxième citation, si vous voulez bien, qui est très connue, c'est « Celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience ». Et bien, c'est une phrase de René Char. Eh bien, on peut dire que Cloney Brown, elle est là pour troubler, pour faire échouer toutes les tentatives. Et elle pour apprendre également, parce qu'elle est curieuse, disons-le. Elle est naïve. Voilà, oui, on ne sait pas si c'est une vraie Candide ou une ravissante idiote. C'est entre les deux personnages. Oui, c'est l'ambiguïté du personnage qui est délicieux. Mais alors, toujours pour finir avec pour encore parler de la sexualité, quand elle a fini par déboucher le premier évier, elle est allongée sur... Les deux hommes l'ont un peu saoulée. Elle est allongée sur un canapé, elle commence elle miaule. Et on dit vraiment que c'est post-coïtal, quasiment. Avec les deux types autour et tout, et c'est formidable. Il y a quelque chose d'érotique dans l'hydraulique, quand même. Mais quelle merveilleuse journée ça a été pour moi. Mon premier évier et mon premier cocktail. Un martini cocktail. Avec une olive. Merci, vous m'avez si bien comprise. Encore un verre. Est-ce raisonnable? Absolument. Oh oui, merci. Je me sens si bien. Je ne peux pas le décrire. Je me sens... Oui. Oui? Je ne crois pas m'être déjà senti oui. Je crains que vous ne le soyez jamais, mon cher Hans. Il n'y a aucun cuicui en vous. Est-ce que ce n'est pas drôle? Maintenant, je me sens tout à fait autrement. Je sais ce qui m'arrive. Je sais. Oh, ça m'envahit entièrement. Cette impression de chat perçant. Miaou. C'est-à-dire que le film est parfois flirte avec le burlesque, le slapstick, mais un slapstick verbal en fait. Parce qu'il y a une histoire aussi avec toute cette blague avec l'écureuil et la noix. Oui, et les noisettes, pardon. Là aussi, les noisettes, d'accord. Mais ce qui est très joli, c'est que le Boyer, qui est donc ce personnage ambigu et tout, mais en même temps qui essaye qui a une espèce de philosophie de la vie qui est admirable, hein, lui dit toujours qu'il ne faut pas donner des noisettes aux écureuils, mais il faut donner des écureuils aux noisettes. Et alors, c'est un slapstick qui est toujours... Et les imbéciles disent les noisettes pour les écureuils, et le clan Boyer et Jennifer Jones dit non, c'est des écureuils pour les noisettes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand même une histoire d'amour. Mais c'est une histoire d'amour dont on nous prévient dès le départ, dont les deux protagonistes, dès le départ, se disent qu'elle ne peut pas avoir lieu. Et c'est donc une histoire d'amour par antiphrase. C'est-à-dire que tout le film se fait sur la certitude qu'ils ont tous les deux, qui vont finir ensemble, mais qui ne feront rien pour. Et c'est toute l'habileté du scénario. Elle le dit, vous n'êtes pas du tout mon genre. Voilà. À un moment donné. Mais puisqu'il y a aussi un truc merveilleux, c'est qu'il rentre dans sa chambre par la fenêtre et il va pour rentrer chez lui, elle lui dit « Mais pourquoi vous ne prenez pas l'escalier ?» Il dit « Ça, c'est une idée. » Mais on sent que Lubitsch, en même temps, s'est amusé comme un fou à décrire, à dépeindre la bourgeoisie anglaise d'avant-guerre. L'aristocratie. C'est l'anti-Downton Abbey. Hein. Là, c'est tous des crétins. Ah, c'est fou. C'est fou. Et qui plus est, avec leur code totalement absurde où
on ne peut même pas parler à son maître. Il faut passer par le serviteur, enfin le valet le plus gradé. Il y a le couple avec le majordome. Oui, voilà, le majordome qui dit il a fait une grave faute, il m'a parlé comme un égal. Et oui, c'est scandaleux. Il est même pas diplomate, il dit. Ça, c'est oui, qui dit à la gouvernante avec laquelle il travaille depuis 30 ans dans cette maison, la première fois que j'ai vu, je savais que vous aviez le truc. Voilà, c'est-à-dire qu'elle était destinée à faire gouvernante forever. Vous allez dire ça n'a rien à voir, mais si quand même un peu. Quand j'ai vu ce couple avec le majordome et la gouvernante, qui se scandalisent des mauvaises manières de l'intrus, ça m'a fait penser au film de James Ivory, Les vestiges du jour. Oui. On a l'impression que Lubitsch a fait une caricature du film de James Ivory. Je veux dire, on remonte dans le temps. Là. Oui, ou de Downton Abbey. Hein, c'est la glorification absolument, de tout ça. Là, et alors, ce qui est quand même très joli, c'est que la maîtresse de maison, la noble, je ne sais pas très bien, c'est le Madame degré... Carmel. Comment elle s'appelle ? Carmel. Oui, Carmel, voilà. Elle arrondit tous les angles. Son crétin de mari qui dit qu'il a fait 3 fois le tour du monde, il n'a jamais parlé une autre langue que l'anglais. Et elle lui dit, mon mari était un spécialiste de l'anglais. Et alors à ce moment-là, Charles Boyer commence à citer Shakespeare. Et alors, visiblement, ils n'en ont jamais entendu. Ils ne savent pas qui c'est. Ça, c'est très joli. Il y a une réplique, moi, qui m'a... Il s'appelle Belinsky, Charles Boyer. Et donc, quand le Peter Lawford dit Charles Boyer va venir, M. Belinsky va s'installer et tout ça, et la mère n'a pas très bien compris, et elle dit à un moment donné, ne t'inquiète pas, mon chéri, ne t'inquiète pas, mon chéri, si l'Angleterre a besoin de Belinsky, on en fabriquera. Parce qu'ils n'ont pas compris qui s'agissait vraiment. C'est ça. On va fermer très provisoirement le chapitre sur Ernst Lubitsch, mais il va être là pour hanter le reste de cette rencontre. Non, Charles, pardon. Une remarque qui réclame les lumières de Didier, c'est l'usage de la musique, quand même. Parce que ce qui est étonnant dans Cluny Brown, c'est qu'il n'y en a pas, sauf à la fin. Il y en a peu. Je crois ou à peine, sauf à la fin. Alors que, on voit bien dans Heaven Can Wait qu'en revanche, chez Lubitsch, il y en a beaucoup, en principe. Donc, ça me semble suffisamment singulier pour qu'on le remarque. J'ai l'impression que vous avez totalement raison, et j'ai l'impression que c'est volontaire dans le sens où c'est pour souligner la tristesse et le côté guindé et coincé de cette aristocratie qui ne vit qu'avec des codes totalement étroits. Et je pense que la musique eût été... Oui, mais j'entends bien, mais c'est intéressant, c'est de voir qu'un metteur en scène qui s'appuie ordinairement énormément sur la musique... il s'appuie sur le silence. Dans le cas particulier, voilà, il s'appuie sur le silence. Exact. Et puis, juste avant de quitter Lubitsch, encore une petite phrase d'admiration pour Jennifer Jones. Oui, pardon. Cluny Brown, et qui est absolument... Il est amoureux fou d'elle. On sent que le metteur en scène est fou de... Elle est irrésistible. Vraiment. Et on se dit qu'en effet, alors qu'elle était sous contrat avec Selznick, et elle n'avait la possibilité que de faire, si mes souvenirs sont bons, qu'un film par an avec la Fox, on se dit qu'elle a joué beaucoup de rôles très dramatiques, Jennifer Jones. Et là, on voit qu'il y a un naturel pour la comédie qui est stupéfiant, et on se dit il y avait un côté Audrey Hepburn en elle, quoi, cette sorte de capacité à être pétillante, jouer des... beaucoup plus sexy que Audrey Hepburn, que j'adore. Par ailleurs. Mais parce qu'elle est franchement très Et alors, on voit dans le regard de Boyer, enfin on passe par Boyer, la relation triangulaire de Girard, le spectateur est dans l'œil de Boyer en adoration devant cette fille. C'est la faute d'oncle Arne. Vous vous souvenez de mon oncle, n'est-ce pas? Oui. Oh, mais à quoi bon? Me voici ici en uniforme. Oh, monsieur Belinsky. Oh, voyons, Cluny. Je suis là, moi aussi, mon cas est pire. Je n'ai même pas d'oncle.
Et après tout, vous au moins, vous êtes femme de chambre. Je ne suis qu'un invité. Et je dois porter un uniforme aussi. Le mien est un smoking. Mais je ne veux pas rester femme de chambre toute ma vie pour continuer à renverser les plats, mettre des bouteilles d'eau chaude dans des lits froids et passer mon mercredi après-midi au village où le cinéma n'est ouvert que le soir. Bien et moi, Cluny. Je n'aime que la ville. J'aime la foule, le mouvement et la lumière. J'aime le brouhaha. Et qu'est-ce que j'ai? Un rossignol qui hurle juste au-dessous de ma fenêtre. C'est si bon de parler à quelqu'un qui n'est pas à sa place non plus. Oui, Cluny. Parlez-moi autant que vous voudrez. Ouvrez-moi votre cœur, Cluny. Vous aussi. Oh, monsieur Bilinski. Bon, on referme provisoirement la porte Lubitsch, la porte du paradis, et on se tourne vers Otto Preminger pour un film qui est une sorte de socle dans l'histoire et du cinéma des années hollywoodiens et du film noir, qui est Laura, qui est le premier film d'Otto Preminger dont on va parler maintenant, qui date de 1944 et qui a une histoire assez complexe. Juste une insiste, c'est les mêmes scénaristes que Cluny Brown, curieusement. Oui. Alors que ça n'a rien à voir. Alors que là, on est plutôt dans un registre extrêmement... Enfin, tous les films... Là, on va parler de 3 films d'Otto Preminger qui sont comme une trilogie noire. On reviendra sur ce concept parce qu'il est peut-être relatif quant au sujet de Preminger. Mais en tout cas, qui ont cet univers-là, qui sont dans ce contexte-là, et qui sont 3 films dramatiques qui sont liés à des événements criminels et aussi des passions fatales. Donc le premier, c'est Laura. Est-ce que quelqu'un, pour le cas où ceux qui nous regardent n'auraient jamais vu Laura, les heureux hommes et femmes, est-ce que quelqu'un veut nous présenter Laura très rapidement? Allez, Luc. Non, moi, en plus, j'ai été très déçu à le revoir, donc alors je laisse bon, je vais le faire en... Non, mais je parle trop. Allez-y, Charles, allez-y. Je sais que ça vous embarrasse, donc c'est toujours mieux comme ça. Écoutez, ça commence par une mystérieuse voix off. Je n'oublierai jamais ce week-end où il faisait si chaud et où Laura Hunt est morte. Voilà. Donc c'est une enquête sur le meurtre de la fameuse Laura, qu'on a trouvé avec une volée de chevrotine dans le visage, dans son appartement. Et donc, la police, par l'intermédiaire de Dana Andrews, cherche un coupable. Et il y a une sorte de fascination sur ce qu'étaient ces personnages, et on passe par un certain nombre de flashbacks qui vont nous éclairer sur le destin de cette femme et comment elle est devenue une personne extrêmement désirable, emblématique, courtisée, et en tout cas courtisée par un certain nombre de personnages qui, eux, sont présents dans le film et qui sont peut-être se taillent des croupières et se tirent des bourres. Un homme joué par Clifton Webb. Clifton Webb. Qui est donc un journaliste, qui est une sorte qui a été son mentor et qui, en ayant l'air de ne pas y toucher, d'une jalousie absolument féroce sur ses créatures. Et l'autre qui est joué par Vincent Price, qui joue une espèce de grand égo qu'elle était supposée épouser. Et donc, on a toute une première partie du film qui est cette enquête, qui trimballe de la suspicion sur l'un, l'autre, le troisième, etc. Et Laura est présente de façon métonymique par les objets qu'elle a laissés, par son portrait. Qui est très très présent dans son appartement, le fait qu'on enquête principalement chez elle et dans tous les lieux où elle a pu se déplacer dernièrement. Et donc c'est une sorte d'enquête sur un fantasme. Alors après, faut-il ou ne faut-il pas aller plus loin? On peut dire qu'il y a des flashbacks, on peut dire que la présence de Gene Turney, qui donc joue Laura, est là parce qu'il y a des flashbacks, parce qu'elle hante le film sans aller beaucoup plus loin. Et on dit que c'était la réputation qu'avait le film, et aussi hanté par l'air de Raksin, là, qui est devenu un standard de jazz, le thème de Laura, que Dana Andrews, le détective, devient amoureux en faisant son enquête. Et moi, effectivement, les premières fois où j'avais vu le film, ça m'avait frappé. Et en le revoyant, j'ai trouvé ça bien terne et bien... Il y a, et c'est ce que vient de préciser à l'instant Charles, il y a ce portrait
de Gene Tierney, donc de Laura, la défunte, qui est sans arrêt, sous les yeux, avec la musique de David Raksin, sous les yeux de l'enquêteur donc d'Al Andrews, et on sent qu'il est fasciné par cette femme, c'est vrai qu'elle est d'une beauté irrésistible, et nous allons, nous, avoir droit à la beauté en action, dans le sens où dans les flashbacks, Gene Tierney, Laura est là, et on comprend que tout le monde soit fou d'elle. Je vais aller voir si je ne trouve pas cette clé. Macpherson, dites-moi, pourquoi donc avoir photographié Laura dans un pareil état? Bon, quand une fille en est là, elle se fout joliment de la galerie. Voulez-vous parler d'elle autrement? Regardez ça. Est-ce que c'est là l'appartement d'une fille? Regardez là. Pas mal. Jacobi, quand il l'a peinte, est tombé amoureux d'elle. Mais il n'a pas su y mettre sa vivacité, son charme. Avez-vous jamais été amoureux? Dans le temps, quand j'étais naïf, une petite poule m'a eu d'un renard. Avez-vous jamais vu une femme qui ne soit ni une fille, ni une poule? Oui, une. Et celle-là passait sa vie à se faire les cartes pour qu'on lui dise quand je me marierais. Voulez-vous arrêter cette musique? Pourquoi? Je trouve ça joli. Laura disait que c'était son morceau favori. C'est assez loin du classique, mais c'est pas mal. Vous avez l'air d'être bon musicien. Je ne suis très calé en rien, mais j'ai des idées un peu sur tout, et je crois que c'est le plus pratique à la fin du compte. Ah oui? Ce commentaire sur Dana Andrews tombe amoureux de manière posthume de Laura, je ne l'ai pas perçu, moi, en voyant le film. En revanche, je pense qu'il fétichise. Il y a quelque chose dans la forte personnalité et le désir qu'elle suscite de manière univoque qui fait que sa préoccupation des éléments de l'enquête, des accessoires, des objets, de tout ça, oui, c'est vrai, tu as raison. est extrêmement fort. Donc c'est plus de l'ordre du fétiche pour moi que de l'ordre du sentiment. Mais c'est tout aussi intéressant. Ouais, à la revoyure, ce qui m'a frappé, je n'ai pas été déçu comme vous. J'ai été intrigué par le fait que c'est quand même un film de vieux messieurs. C'est-à-dire que c'est un regard de désir d'homme un peu mûr sur une très jeune femme. Avec toutes les projections fantasmatiques que ça inclut. C'est le désir de Clifton Webb, qui est largement son père, qui par ailleurs dans la vie était homosexuel, ce qui a failli lui coûter son rôle, puisque Zanuck n'en voulait pas pour ces raisons-là. Mais donc c'est vrai que la relation qu'il a avec elle est particulière, parce que c'est pas une pure relation de désir. Clifton Webb est quand même un peu efféminé. C'est pas comme certains acteurs homosexuels, mais qui ont une virilité qui leur permet de jouer l'hétérosexualité. Chez lui, il y a une ambiguïté et qui joue dans le film assez paradoxalement. D'ailleurs, on le voit dans sa baignoire. Voilà, il y a quelque chose de... il écrit ses articles nus dans sa baignoire, dans l'eau, avec une tablette. Quelle est la nature de ce désir? Quelle est la nature du désir de cet homme pour cette très jeune femme? C'est presque un désir sublimé, et c'est ce qui m'a intéressé dans le film. Je trouve que c'est un peu le sujet du film à le voir aujourd'hui. De la même manière que Vincent Price est un crétin. Très mauvais. Mauvais comédien, là. Oui, il n'a pas encore trouvé la voix maléfique qui deviendra la sienne. Il a un rapport un peu benet et machiste dans le... Par rapport à ce que vous dites, là, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'ils avaient envisagé... Laird Cregar, je crois. Non, George Sanders. George Sanders. Et c'est le rôle que va lui donner Mankiewicz dans All About Eve. Oui. Hein? Et Sanders, c'est un séducteur, il est un vrai, un mâle. Voilà. Et c'est marrant que ce soit. Alors c'est Preminger qui a insisté pour avoir Clifton Webb, grand acteur de théâtre, qui avait pratiquement pas fait de film, qui avait fait des essais, qui a refusé de faire des essais. Hein, il avait dit si Zanuck veut bien me voir, il a qu'à venir au théâtre. Et alors ils ont filmé un petit bout du théâtre pour lui faire voir et tout ça. L'histoire du film est assez curieuse. C'est que c'est une idée qui avait été proposée à Preminger, quand est devenu le producteur. Zanuck s'était engueulé avec Preminger, donc voulait plus lui donner de film à faire, mais a accepté qu'il le fasse comme producteur. Le film est commencé par Mamoulian, et Preminger, avec son mauvais caractère, trouve qu'il a fait un travail de cochon.
et vire Mamoulian, et à ce moment-là, il cherche un réalisateur, et Zanuck accepte en dernière limite, parce qu'il y avait des contrats, des trucs et des machins, que ce soit Preminger qui le fasse. Ouais, il y a une sorte de prise il y a un putsch, en fait. Il y a comme un film fait un carton. Ouais, ouais. Mais c'est le grand film des malentendus, parce qu'au départ, il y a un roman célèbre qui s'est traduit aussi à Broadway, je crois, enfin qui a eu une adaptation de Vera Caspari, qui est d'ailleurs citée au générique, c'est dire l'importance de son statut à l'époque, qui au départ, elle, est très, très exaspérée, parce qu'au départ, c'est dans le département de série B de la Fox qu'on a signé le film, c'est-à-dire que non pas une série A pour son grand roman. Après, c'est aussi Mamoulian qui est débarqué, donc encore frustration. C'est Madame Mamoulian qui avait peint le premier portrait, qui s'appelle, j'ai son nom, Azadia Newman, qui avait peint le portrait de Laura, que Preminger dégage et fait refaire un portrait à partir d'une photo de Gene Tierney, pour qu'il soit plus ressemblant, qui est celui qu'on voit dans le film, évidemment. C'est Laird Cregar, vous aviez raison, qui à un moment était supposé, celui qui jouait le diable dans le film de Lubitsch, qui avait été supposé jouer le personnage de Clifton Webb. C'est Zanuck qui le voulait, en tout cas, ce qui eût été intéressant, vu la personnalité massive de l'homme, qui, soit dit en passant, est mort comme Lubitsch, lui aussi prématurément d'une crise cardiaque. En extase, Lubitsch. En extase. Ah bon? Oui. Bon, bah, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Voilà, donc il y a un certain nombre de... Bon, c'est souvent le cas de ces films hollywoodiens où il y a un nombre important de gens qui passent et dont on se dit que ça aurait pu être fait avec, etc. Mais là, c'est vrai qu'il y a une sorte de convergence d'éléments de frustration. De studio, voilà. Et c'était que ce soit et ça devient un succès et une référence mondiale en son temps, et encore et toujours. Et moi, je crois que ça repose sur Gene Tierney, la musique, la lumière. La musique. Et le désir qui tourne autour. Et cette musique entêtante, obsédante, qui est comme... c'est toujours le problème avec les tubes. C'est-à-dire ces musiques dont on ne sait pas pourquoi elles nous courent sur le haricot, on n'arrive pas à s'en défaire. La musique de Laura, c'est prototypique de ça. C'est que, bon, elle est évidemment collée au film, mais quand on l'écoute, elle reste, elle est rémanente, c'est intéressant cette nature de... Toi tu peux en parler. C'est devenu un standard, ce qu'on appelle un standard, c'est-à-dire un thème 1000 fois repris et 1000 fois joué. Le jazz surtout. Hein. Le jazz, mais pas seulement. Frank Sinatra. Frank Sinatra est un chanteur de jazz quand même. À l'origine, nous sommes d'accord. Un chanteur d'orchestre. Mais bon, disons, un standard et un tube incontournable. Et David Raksin, dont c'est la première collaboration avec Preminger, racontait dans une interview d'une émission assez ancienne qui s'appelait Ciné-Cinéma, où Ventura l'avait interviewé, était allé le voir à Hollywood, et devant le piano, il racontait comment il avait écrit ce thème, comment il avait eu l'inspiration du thème, David Raksin. Et il disait que pour composer, quand il cherchait un thème et tout, au lieu de mettre une partition devant lui sur le piano, il mettait un bouquin, un poème, un journal, quelque chose, et en lisant comme ça, il commençait les choses lui venaient plus facilement. Et il raconte que il était à Hollywood pour composer Laura, et sa femme, sa jeune épouse, était à Broadway, car elle était danseuse et elle était sur une comédie musicale à Broadway. Et il reçoit ce matin-là une lettre de sa femme, et il était au piano en train de chercher lorsqu'on lui apporte le courrier, et il ouvre la lettre et il la met, comme il avait l'habitude de faire, sur le piano devant lui, et il commence à composer, il lit en même temps, et il lit une lettre de sa femme qui lui dit qu'elle le quitte. Aïe. Et rupture, et demande de divorce, et il écrit Laura. Et il écrit ce thème
Alors, est-ce que c'est si influencé mélancolique par... C'est fou. L'histoire, je veux dire, on dirait que c'est scénarisé tellement c'est beau, mais c'est lui qui le racontait et il jouait en même temps sur le clavier pendant qu'il racontait cette histoire. C'est Claude Ventura, hein, le prénom de journaliste. Je dis pas de bêtises. Il était en train de faire on lui apporte le courrier. Yaka. Pour clore la parenthèse sur le caractère un peu fantomatique du personnage, mais du film en général, c'est un film aussi sur l'absence, pour dire aussi qu'il a obsédé d'autres artistes, David Lynch a appelé Laura Palmer l'héroïne de sa série en hommage au film de Preminger. Et on sait que Laura Palmer, il lui arrive des choses assez malencontreuses dans la série, mais que ça puisse influencer une personnalité comme David Lynch, qui est beaucoup sur un cinéma très onirique, très paradoxal, je pense que ça nourrit bien l'idée que Laura est un film décevant peut-être à certains égards, mais qui est un film qui hante, qui fonctionne sur la hantise, sur l'absence d'une forme de féminité. Enfin, je ne sais pas comment exactement le formuler, mais je l'ai fait quand même. Macpherson, est-ce que vous vous rendez compte de ce que votre conduite a d'étrange? C'est un miracle que vous ne veniez pas comme un fiancé avec des roses et du chocolat. Du chocolat d'Uniprix. Avez-vous jamais imaginé que Laura était votre femme, valsante entre vos bras au bal de la police ou dans un bastringue, ou lui racontant avec tous les détails qu'on vous a greffé un tibia en argent après votre bataille avec un gangster? J'ai deviné juste. Pourquoi ne partez-vous pas? J'ai affaire. Peut-être qu'on pourrait très bien s'entendre maintenant. Vous voulez le portrait? Parfait, très compréhensible. Je veux ce qui m'appartient. Mon vase, mon horloge et mon écran. C'est aussi parfait, très compréhensible. Alors si vous... Allez-vous-en. Faites bien attention, Macpherson, ou vous allez finir dans un asile de fous. Je crois qu'ils n'ont encore jamais eu un patient qui soit entiché comme vous d'un cadavre. Chers amis, on enchaîne sur le deuxième film de cette session, encore un film le deuxième film d'Otto Preminger en tout cas, qui est dans la même période, qui succède très vite. C'est en 1945, Fallen Angel, Crime passionnel en français, avec Dana Andrews qu'on retrouve, qui est décidément la grande star de l'époque à la Fox et qu'on va retrouver encore chez Preminger. C'est aussi une émission spéciale Andrews. Et on aura l'occasion de parler de cet acteur dont on n'a pas encore parlé, simplement parce que c'est un acteur passe-muraille, dont on ne voit rien de ce qu'il fait. Et c'est une qualité. Quel acteur! C'est une qualité. Donc on a l'occasion d'en parler dans ce film qui est peut-être la grande découverte, en tout cas à ce stade de cette période de notre cinéphilie. On va en parler tous les quatre, parce que je crois qu'on l'a beaucoup aimé. On a considéré que c'était un des films les plus importants de Preminger dont on va parler aujourd'hui. Et au départ, c'est un film noir. Alors, film noir. Quelques mots pour nous présenter le contexte. C'est l'histoire d'un homme qui descend d'un car avec un $1,50 dans une ville in the middle of nowhere. Voilà, middle of nowhere, il est quand même entre Los Angeles et San Francisco, mais on est sur la côte californienne, un petit bled. Il n'a plus assez d'argent pour poursuivre son voyage en autocar. Le chauffeur lui dit gentiment de se casser et il descend et il se retrouve donc dans un bar. Voilà, dans ce bled. Et il y a un bar qui est ouvert. Nous sommes en fin de soirée, précisons. Il y a un bar et dans ce bar, il y a deux habitués, le patron et une serveuse. La serveuse, la barmaid, qui est absolument spectaculaire et irrésistible. On dirait une femme fatale, quoi, en fait. Disons-le, interprétée par la divine Linda Darnell. Et donc, Dana Andrews, que nous évoquions à l'instant, et qui joue ce voyageur fauché. Sans bagage. Et sans bagage, réellement fauché, c'est vrai, va commencer comment dirais-je, à essayer d'avoir
tout petit peu de rapport avec ces gens, ne serait-ce que pour sa propre survie et déjà au départ pour sa soif, car il boirait volontiers un coup. Et on va donc découvrir avec lui les personnages en question, le patron du bar, deux clients et Linda Darnell, la barmaid. Deux clients, dont un commissaire de police. Dont un ex-commissaire de police, effectivement. Qui est joué par Charles Bickford. Il se trouve qu'on va très rapidement se rendre compte que les trois hommes que nous découvrons en même temps que Dana Andrews sont fous amoureux de Linda Darnell. Beer, please. That the only record in that box? I like it. He knows what you like. That's for his wife to worry about. What does he do? He's from New York. Oh, yeah. He came out here to stay, to get his health back. How'd he lose it? Working too hard, I guess. He used to be a big man back there on the police force. You like to come to the show? You asking me? Here. Never mind. What's the matter? I don't go places alone. Donc notre ami va rester dans le bled. Un homme est passé, cet homme est resté, et le lendemain, parce que c'est une sorte de petit escroc, c'est un escroc à la petite semaine, en tout cas un démerdard. Un beau parleur, quelqu'un qui arrange des coups. Il va rester dans le bled pour une sombre histoire qui est très elliptique d'organisation d'un spectacle de divination. Mais surtout, il va rencontrer une fille de la bourgeoisie qui vit avec sa sœur. Et une grande partie du film, et le sujet, un des sujets principaux du film, c'est le rapport qu'il y a entre la femme désirée et la femme offerte. La femme sage et la gourgandine. Et à partir de là, enfin, c'est ma vision du film, mais c'est autour de ça que se déroule ce film, qui par ailleurs a une dimension criminelle qu'on ne va pas révéler là, puisqu'il y a une enquête, il y a un meurtre, et voilà. Mais vous dites si vous êtes en désaccord avec mon analyse. Non, c'est très bien. Pas le moins du monde. Je dis simplement que l'affaire, qui ressemble un petit peu à L'Héritière, hein, d'après le film de Wyler, d'après James, Hangover Square, je crois, est un peu rapide, hein, parce que la fille tombe amoureuse de lui en une séquence, l'héritière, etc. Beaucoup de scènes ont été coupées. Ça va un petit peu... Ah bon, c'est vrai? Oui, bah alors il faut prononcer le nom de l'actrice, qui est Alice Faye. Alice Faye. Et dont c'est quasiment le dernier film. Oui. Puisque c'était une grande vedette de la Fox, notamment de comédies musicales, de films musicaux, etc. En fait, quand elle voit la projection du film, elle avait refusé des tas de scénarios, et c'est son grand retour. Parce qu'elle avait aimé le scénario. Et quand elle voit la projection du film, quand elle voit le montage fait par Otto l'ogre, comme on l'appelait, elle sort... Elle va dans sa loge, elle fait elle plie ses affaires, elle rend les clés à la sécurité et elle quitte la Fox. Et elle ne reviendra que pour quelques films épisodiques. Elle ne reviendra plus jamais au cinéma parce qu'on a coupé énormément de scènes qu'elle avait tournées et elle réfute totalement le montage de Preminger. Et Zanuck, Zanuck, dans cette affaire, il ne va pas la soutenir. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là aussi, parce que c'est le dernier film important d'une actrice qui a été une grande star et qui, dans le film, joue la femme qui... Et moi, ça m'a gêné, hein, la rapidité de ce mariage. Enfin, on ne va pas spoiler le film, mais je suis intéressé de savoir ça. Ouais. Mais il y a ça, pardonnez-moi, dans les trois films noirs qu'on commente, il y a un temps raccourci, et à chaque fois, les gens sont au courant de ce qu'a fait la police, comme s'ils avaient lu le journal dans lequel la police aurait fait des déclarations. Et ça a l'air de se passer en 3 jours, avec des informations qui supposent que ça se passe en 10. Et les trois films ont cette même fragilité de scénario, mais
Au fond, c'est pas très grave, puisqu'on sait que Preminger refusait l'étiquette de film noir, pour, la référence au genre, et que je crois que ce qui l'intéressait n'était pas dans la partie enquête police de la chose. D'ailleurs, votre commentaire sur la femme offerte, la femme désirée, c'est exactement ça. La racine, le cœur du film est là, plus que dans l'enquête qui interviendra plus tard. Mais il y a quelque chose qui est assez étrange, c'est que cette rapidité et ces ellipses, disons, alors, ou ces manques de montage, sont contredits par une mise en scène d'une souplesse, d'une élégance, et qui prend son temps. Toujours. Qui prend son temps. Et alors là, je crois qu'on peut parler, par rapport à ces 3 films notamment, de films de studio. C'est les mêmes opérateurs. Hein, alors j'ai lu ce matin, je me suis rendu compte que Joseph Lachelle avait été l'assistant de Arthur Miller. Donc les films d'aujourd'hui sont tous, sauf Carmen Jones, se répartissent entre Lachelle et Miller. Et il faut savoir qu'en Amérique, le Lightning Cameraman est souvent celui qui décide des axes de caméra par rapport à sa lumière, par rapport à son métier. Et donc, un certain académisme, ou tout au moins de choses qui se reproduisent. Moi, je suis frappé des correspondances entre Preminger, de cette période, et Mankiewicz, qui travaillent tous les deux pour Fox, tous les deux avec les mêmes opérateurs entre Miller et Lachelle, et cette mise en scène très fluide, avec des grands mouvements amples, et qui laisse aux comédiens le temps, qui jouent ensemble d'abord, hein, à la différence du cinéma moderne, moi, qui m'exaspère, Scorsese, qu'on a l'impression qu'on feuillette une collection de timbres avec ces tout petits plans, les acteurs, on se demande s'ils ont joué ensemble et tout ça. Là, tout ça vient avec une élégance, et donc du coup, on entre bizarrement tellement bien, on est à l'aise chez ces 2 cinéastes. En fait, c'est une grammaire cinématographique, voilà, à laquelle on est évidemment totalement, par laquelle on est séduit, parce que justement, cette grammaire vous prend par les yeux, voilà, et pas par la main, mais par les yeux, et vous emmène aussi bien avec les personnages qu'avec les décors, qu'avec les situations, nous montre avec cette élégance. Et alors, il faudrait peut-être demander à Patrick Brion, mais moi je vois des différences avec la Warner, par exemple, les films noirs de la Warner, qui sont beaucoup plus punchy, plus elliptiques, avec des histoires peut-être plus serrées, etc. On en revient aux films de producteurs et voilà, aux personnages de studios, par exemple. Oui. Voilà. Hello? With my compliments. Thank you. Thank you. I'm leaving tomorrow, and I wanted to say goodbye. Goodbye, Mr. Stanton. We were just going to pick up a few things. Can we take you anywhere? Anywhere you say. Quelques mots sur Linda Darnell, qui est donc la grande star de la Fox à l'époque, que Otto Preminger va rediriger dans un autre film en costume cette fois, qui s'appelle Ambre, où pour le coup elle était teinte en blonde. C'est la grande star sexy de l'époque. Elle fait partie de ces femmes fatales, quoi, de ces femmes qui génèrent le sexe avant de générer autre chose. Et c'est d'ailleurs un des arguments du film. Et mystérieuse, totalement opaque. Hein. Et donc intrigante, donc séduisante, c'est ça justement. Et manipulatrice, là, quand elle danse avec Mais c'est une fille de calendrier, pratiquement, quoi. C'est ce fantasme qu'ont les hommes d'une femme extrêmement, j'allais dire latine, mais très bien gaulée, quoi, si j'ose dire. Je ne sais pas leurs âges, mais elles n'ont pas d'âge, mais elles sont toujours très jeunes. Hein. Je crois que, je ne sais pas quel âge elle avait à ce moment-là, mais toutes ces filles qui sont tellement désirables et tout, étaient presque des gamines. Hein. Ouais, elle a moins de 25 ans à cette époque, c'est évident. Moi, je voulais revenir sur la mise en scène, pardon. Oui, allez-y, cher. Parce que
ça pose des problèmes de prise de vue, cette mise en scène fluide. Si on se souvient de la taille des caméras à l'époque, si on se souvient que certes c'est dans du décor, mais que souvent il y a des rattrapages en hauteur, c'est-à-dire que c'est monté sur des grues, c'est sur des dispositifs extrêmement lourds, puisque le cadreur et le pointeur chargé de la netteté sont tous les deux assis de chaque côté de la caméra au bout de la flèche de la grue. Donc avec le metteur en scène. Le metteur en scène, il était... Ah oui, il y a des photos. Alors donc c'est très très lourd, c'est manipulé par des machinistes. Alors, une chose est de les concevoir, les plans, et puis une autre chose est de les exécuter. Il y a un plan sur une arrestation d'Alice Faye par des flics qui débarquent d'une voiture et qui partent en faisant un demi-tour avec la caméra qui finit en gros plan sur Dana Andrews. Je l'ai regardé 3 fois pour essayer de comprendre comment c'était fait. Donc c'est fait dans la rue, c'est fait avec une grue. Il y a mouvement de hauteur, mouvement de balayage, si je puis dire, de ciseaux, rapprochement, etc. Donc la base de la grue se déplace et elle ne peut pas se déplacer sur un rail, donc c'est sur des pneus. Donc j'essaie de compter le nombre de machinistes qu'il va y avoir pour faire bouger ce machin-là, et la complication qu'il y a entre à coordonner le fait que le cadreur ajuste le cadre de la caméra avec ses manivelles sur une flèche qui monte, qui descend et qui bouge par rapport au sol. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont chargés de pousser la grue, ceux qui sont chargés de gérer la flèche verticalement, ceux qui la gèrent horizontalement, et le bonhomme qui cadre, et les comédiens qui la mettent dans leur place. Et je pense qu'il faut rendre hommage, une fois le plan conçu par l'opérateur et M. Paul Mijer, il faut rendre hommage à ces machinistes qui étaient des véritables artistes, parce que c'est très très compliqué à coordonner mentalement. Et une caméra qui n'est pas réflexe. Oui, et en plus, on regarde sur une petite loupe à côté, oui, absolument. C'est d'ailleurs pour ça que quand on voit ces films-là, le rapport au bord de cadre horizontal, sur les épaules, qui sont coupées, etc., est quand même, dans l'ensemble, sur la période, un tout petit peu moins... Si. C'est quand même pas mal. Hein. Vous avez dit du mal de Laura, je peux dire du mal du cadre. Voilà. Mais je pense qu'il faut rendre hommage aux techniciens et aux techniciens qui sont curieusement en bas de l'échelle du prestige, que sont les machinistes dans tout ce cinéma-là. Et quand on parlera de Carmen Jones, et notamment la scène du réfectoire, on pourra se poser la question. C'est absolument extraordinaire le travail qu'ils font. Alors, je vais me permettre de citer 2-3 répliques pour aller là où j'ai envie d'aller. Il y a un échange dans la scène de danse, en tout cas entre Linda Darnell et Dana Andrews. « J'aime votre façon de parler », dit Linda Darnell. « J'aime votre façon de danser », répond Andrews. Un peu plus tard, et là on tombe dans le héros qui arrive sans le sou dans une ville qui est poursuivi par une sorte de malchance et de schkoumoun très typique du film noir. Il dit « Quand j'aide quelqu'un d'autre trinque, ça a toujours été comme ça. J'étais un beau parleur dans un monde de pigeons. » Ça nous permet d'arriver à Dana Andrews qui, dans les films qui nous concernent, là, est toujours une sorte de loser, qui a une fatalité sur les épaules considérable et qui est une sorte d'Humphrey Bogart en moins expressif, je veux dire. Il y a un degré de jeu et lui, il est en dessous du degré de jeu. Et c'est assez impressionnant parce qu'il habite vraiment le film, quoi. On pourrait presque dire qu'il est bressonien, tellement il y a peu d'expressions, mais en même temps, il est intense. Ça ne veut pas dire qu'il est absent. Non, il fait tout passer. Ouais, il y a 2 ou 3 plans dans Mark Dixon, mais même là, où tout d'un coup, c'est dans son regard que passe l'interprétation, alors que le physique est poker face. Oui, il est monolithique. Monolithique. Mais même dans les films de Lang et tout ça, dans pratiquement tous dans les ces films. westerns. Et il faut préciser que Daryl Zanuck ne l'aimait pas, et que c'est presque une carrière qu'il a fait contre, alors qu'il est une des grandes stars de la Fox, presque une carrière qu'il a fait contre le désir du grand patron. Ah oui. On peut aussi rendre hommage au passage à Daryl Zanuck, qui a quand même été un homme qui était à la fois extraordinairement autoritaire, comme pouvait l'être le patron des studios, d'une cruauté incroyable, mais qui avait aussi quand même, parce qu'il était auteur,
un vrai sens de ce qu'était un artiste. Et puis, moi, il y a un film, il y a un livre de Brion où il a retrouvé des mémos d'Ariel Zanuck. Je peux vous dire que c'est autre chose que ceux de Selznick, parce qu'il est d'une précision sur la psychologie des personnages, sur la construction des scènes et tout, qui est venant d'un grand scénariste. Ouais. Et il a été capable, sur un certain nombre de films, de reculer, d'accepter. Et avec Preminger, c'est un bras de fer. Hein, vous ne pouvez pas se blairer. Je voulais faire une remarque. Parce que je vous en prie, docteur. J'ai trouvé une curiosité. Il y a un plan, qui est d'ailleurs un plan à la grue, où Dana Andrews va dans l'église, se rend dans l'église où Alice Faye est organiste. Et il s'arrête et il regarde le programme musical qui est affiché, puisqu'il va s'en servir pour lui faire croire qu'il connaît 3 choses sur la musique. Et alors, quand on regarde ce qu'il y a marqué en bas Bach, Brahms Requiem, bon, ça va. Après, il y a Bach, Jésus à Gethsémani. Alors, quand on cherche, c'est de Carl Philipp Emanuel Bach et non pas Jean-Sébastien. Mais plus curieux, il y a marqué Beethoven Stabat Mater. Et là, on peut chercher jusqu'à la fin de ses jours, ça n'existe pas. C'est inventé. Voilà. C'est délibéré, non ? J'espère. Mais pourquoi ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, Non, je pense que c'est comme les fautes d'orthographe dans les décors français des films de Spielberg. Ah oui, c'est ça. Voilà. I like the way you talk. I like the way you dance. Yes, sir. 2 burgers. Who ordered them? You want them? Okay. Thanks. You said you'd tell my fortune. Well, you don't belong in a one-arm joint. No? A girl like you. You get style, beautiful style. You inherited that. Your father was a leading citizen, rich. He trusted people too much. And? Your mother, well, her line seems to have run out. Don't scare me. She runs a boarding house in San Diego. And my old man came from a long line of drunks. Anyway, there's a man in your life. You just met him. Tomorrow he's going to San Francisco. And you're going to lie awake nights, unable to forget. What can I do about it? Eh bien, on enchaîne sur le mystérieux Docteur Corvo, 1949, la Fox toujours, Otto Preminger encore. Titre original Whirlpool, qui veut dire tourbillon. Et donc, très rapidement, avec Gene Turner, José Ferrer, Richard Comte, je vous fais le pitch très vite. C'est l'histoire d'une femme qui est affligée d'un problème psychologique, puisqu'elle a une manie, elle est kleptomane, donc elle se fait prendre. Et ça tombe mal dans sa vie sociale, puisque son mari est psychiatre, et elle veut tout faire pour que son mari ne le sache pas. Et c'est là qu'elle tombe entre les raies d'une personnalité très étrange qui est jouée par José Ferrer et qui est un hypnotiseur et quelqu'un qui prétend la soigner. À partir de là, une construction criminelle encore va se jouer sous nos yeux. Et c'est un film très étrange qui nous rapporte un peu ce que la psychanalyse a fait à Hollywood à l'époque et qui est un film assez inhabituel, en tout cas, qui peut nous rappeler parfois, à certains égards, dans une moindre mesure, certains films d'Hitchcock, dans le rapport à comment les êtres peuvent être manipulés. Donc je vous laisse en parler, messieurs. Luc, votre sentiment sur ce film ? Écoutez, moi j'ai trouvé ça, je l'ai revu, je l'avais vu adolescent, ça m'avait beaucoup impressionné, le personnage de José Ferrer et tout ça, je me souviens encore. C'est un film qui m'était resté. Et je l'ai revu plusieurs fois depuis, et je trouve que ça commence de façon extrêmement tonique et passionnante, et ensuite les démêlés, la résolution m'a paru un peu vaseuse, moi. Toutes les explications, le procès, etc. Mais je peux dire que la première heure, je la trouve
tout à fait réussi, serré, et c'est le Richard Comte que j'aime beaucoup aussi fait un très beau personnage. Qui joue donc le mari. Qui fait le mari, le psychanalyste, et qui est crédible en psychanalyste. Voilà, Moi, je crois qu'on peut noter que c'est le même scénariste que Spellbound, de Hitchcock, de la maison du Dr Edwards, qui traite de psychanalyse, et on pense qu'il était quand même un peu plus inspiré avec Hitchcock que là, sur le plan du traitement de la psychanalyse et la vraisemblance de l'usage qu'on en fait et de l'hypnose. Enfin, tout ça est un petit peu radical, mais une fois qu'on accepte ça, les chevaux de conflit d'intérêt entre le manipulateur, Joseph Ferrer, le mari qui perd et regagne confiance en son épouse, le désarroi de Jean Tierney avec ses secrets d'enfance mal résolus et son tourment psychanalytique sont assez forts parce que vous l'avez remarqué, les acteurs jouent tendus, et c'est à cet égard-là véritablement intéressant. Conti, par exemple, ça m'a frappé, c'est que dans des entretiens avec la police, il prend des temps extraordinaires pour l'époque. C'est-à-dire qu'on dit, mais votre femme est allée dans l'appartement de ce monsieur Corveau. Il veut dire, comment, c'est pas possible. Il y a une espèce de temps de réception de l'information et de processing, comme dire, d'analyse. Et qu'est-ce qu'il va faire de tout ça et de contrôle de la douleur? Il est d'une économie. C'est pas Dana Andrews, mais pas loin, alors que c'est ailleurs dans sa carrière un acteur plus ouvert et expressif. Donc je trouve qu'il y a de la... Voilà que tout ce que j'ai à dire sur Premiger in Fine, c'est qu'il y a de la grandeur dans la façon tout le temps, là où il n'y a pas forcément beaucoup de rigueur dans la chose narrée. Mais c'est passionnant pour ça. J'aimerais rebondir sur vous, si j'ose dire, puisque vous avez parlé du scénariste. Le scénariste, c'est une star Hollywood, c'est Ben Hecht. Ben Hecht, oui. C'est un homme qui est, dans tous ses grands films en tout cas, parce qu'il a écrit des choses plus... Enfin, il a tellement écrit. C'est un homme qui est toujours passionné par le rapport à la psychanalyse d'une part. Il était tout à fait intéressé par ça. Et aussi par le rapport à la manipulation, c'est-à-dire comment on peut mettre l'emprise sur une personnalité uniquement par une attitude, un discours, une manière d'être. Et de ce point de vue-là, le film est vraiment passionnant parce que Jean Tierney, c'est le bon casting puisqu'elle a cette beauté inquiète et son inquiétude, on va la comprendre dans le film puisqu'on va apprendre des choses de son passé. Mais dès le départ, elle joue véritablement la bonne américaine moyenne, celle qui est bien mariée, celle qui a une belle histoire d'amour, celle qui a toutes les raisons d'être heureuse, et pourtant elle est fêlée. Et on le sait, on le voit, elle le joue. Elle l'est dans la vie, par ailleurs, parce que le destin de Jean Tierney n'est pas non plus tout à fait heureux. C'est quand même une personnalité inquiète, une personnalité addicte à un certain nombre de choses. Et le film, je trouve, bénéficie beaucoup de cette interprétation-là, parce qu'autant on pouvait dire tout à l'heure qu'elle était en creux dans le film, autant là, elle est en ombre. C'est-à-dire qu'elle a quelque chose de malsain dans sa beauté. Et il y a même un rapport quasi érotique avec José Ferrer, c'est-à-dire c'est le mal, elle est attirée par le mal. Et à ce propos, pour essayer de nourrir mon argumentaire, je voudrais citer une réplique du film. C'est le mari donc qui dit à sa femme, et ça c'est une dimension du film qui est intéressante, elle lui dit d'abord « Si j'étais plus intelligente, tu me parlerais de tes problèmes. » Et lui répond « Reste ce que tu es, saine et adorable. » C'est-à-dire que le film, il est là-dessus aussi. Il est sur la négation de ce qu'est une femme à l'intérieur d'un couple. Un peu machiste comme réplique. Mais la réplique, elle est incroyable. Ouais. After 2 weeks, he still comes in every day. Sits down, can't talk. But why does he come to you, if he won't let you help him? Oh, he will eventually. It's just that it's difficult to begin unloading fears and secrets and guilts. Poor fellow, the war was an easier conflict than the one he's in now. Oh, Bill, struggling all day with those sick people and their wretched complexes. How you must hate them. I don't hate them, darling. I'm trying to help them. They're my job. They No, need me. your job is using your brain and finishing your book.
You said so yourself. They interfere. Stop worrying about me as a frustrated genius. I'm not. I'm a busy doctor and a happy husband, an enviable combination. I wouldn't trade it for a dozen books. Oh, Bill, you're wonderful. You've always been so very wonderful to me. I just wish that... Wish what? That I could help you. If I were only brighter and you could talk to me about your scientific problems. Just stay as you are. As you've always been, healthy and adorable. Alors que Richard Comte joue un personnage très positif, très aimant, très charmant, mais lui, il dit la pire chose qu'on puisse dire à une femme, quoi. Et le film, il a cette cruauté. Sois belle et tais-toi. Voilà, il a cette cruauté-là, quoi. C'est bon. Fin de ma parenthèse. Non, mais je suis d'accord avec vous. Ce que je pense simplement, c'est que moi, je suis, en préparant ce salon, je suis tombé en admiration pour le travail de metteur en scène de Preminger. Je veux dire que je n'avais pas souvenir, ou je n'avais pas tout vu, ou je ne savais pas assez. Je suis encore vibrant de ce que j'ai découvert. Et, on n'a pas fini, puisqu'il nous reste le film passionnant à cet égard. Et là, je trouve... Malgré l'immense talent de Bénèche et ses préoccupations, je trouve que c'est encore une fois un peu court sur la plausibilité, sur la durée de l'enquête, sur Conti qui émet des hypothèses devant le flic, qui dit « Ah oui, ça se tient ». Visiblement, ce n'est pas ça qui l'intéresse. D'ailleurs, tout ce que, je me répète, tout ce que Preminger a dit sur ces films-là, de sa période de films noirs, il les a bizarrement rejetés, alors qu'il fait montre d'un talent extravagant, au service d'histoires qui sont plus fragiles. Mais les grands moments de cinéma qui parsèment, c'est pareil de Laura à ça, quand ça explose de talent et de justesse, c'est stupéfiant. Voilà. Il y a un truc qui est formidable, c'est la séquence... Je ne sais pas si... Enfin, c'est vers le début, quand il la reçoit, qu'il veut la faire monter dans la chambre, qu'elle refuse de monter dans la chambre, qu'il se fait servir au machin, qu'il prend le verre et tout ça. Il y a une accumulation d'informations dont on va savoir qu'on va les retrouver bien plus tard et tout ça. Et on sent qu'il y a quelque chose, et ça, c'est là aussi, c'est le travail du metteur en scène, qui nous indique des choses, mais avec une discrétion, une élégance et un pointu, une sagacité qui est quand même tout à fait étonnante, parce que ça ne ralentit pas le film, comme on ferait un insert ou un truc comme ça, c'est fluent. Fluide. Et cette façon qu'il a de faire confiance autant des acteurs plutôt qu'aux ciseaux du monteur, avec les acteurs qu'il a, avec tout d'un coup des plans fixes, ou pas jamais vraiment fixes, parce que ça va toujours un peu chercher de l'influence comme ça, mais où les rapports entre les silences, les questions, les réponses, les rythmies, les arythmies, les contre-rythmes sont faits par les acteurs, sous sa houlette, je n'en doute pas, mais où tout d'un coup il y a cette vérité qui s'installe parce qu'elle n'est pas coupé par le regard indicatif de la caméra. C'est-à-dire que le cinéma de maintenant, pas chez tous les réalisateurs heureusement, mais quand même plus généralement, va chercher le plan d'écoute significatif au moment où, c'est-à-dire qu'on est guidé par la main, alors que là, on est devant une chose dans laquelle on peut aller un tout petit peu faire son marché affectif ou narratif. Et là-dessus, le film est extrêmement impressionnant. C'est un cinéma d'acteurs, hein. C'est-à-dire que les acteurs jouent ensemble. Et d'ailleurs, on sait qu'aux États-Unis, il n'y a jamais de problème de mémoire, parce que même ivre-mort, les acteurs savent le texte au rasoir et ainsi de suite. Et ces acteurs qui jouent ensemble, c'est hérité probablement du théâtre, mais il n'empêche que c'est ça aussi qui fait qu'on a des interprétations extraordinaires. Alors, il y a un petit clin d'œil à Laura, puisqu'il y a aussi un portrait, un grand portrait chez un personnage important, même genre de portrait d'ailleurs. Il faut rappeler aussi, c'est juste un petit gadget de cinéphile comme ça, que 1944, c'est La femme au portrait aussi, de Fritz Lang, dans lequel le portrait joue un rôle très important. Qui a un rapport à l'onirisme aussi. Donc les tableaux, c'est pas Dorian Gray, mais le cinéma hollywoodien à cette époque-là est hanté par l'image, et là ça fonctionne assez bien, puisqu'on a l'image, c'est aussi le rapport au ça, à l'inconscient, etc. etc. En dehors de l'image, il y a le son. Et on va revenir à David Raksin, qui est encore là. Bien sûr. Qui souligne merveilleusement bien, par sa superbe musique, qui est le compositeur attitré de Preminger.
Close your eyes. I'm going to leave an order in your mind that you will obey later. Yes. Tonight, at 11 o'clock, you will go to sleep. I will go to sleep. You will fall asleep at 11 o'clock tonight, and you will sleep for 9 hours. I will sleep for 9 hours. You will remember nothing that has happened here. Nothing. You will wake up slowly and pleasantly. Wake up now. Was I asleep? You relax for a moment. Feel better? Oh, yes. Much. I really feel so rested. And you will sleep tonight without any trouble. What if I do? Sorry. Oh, Terry, come in. Chers amis, est-ce qu'on peut enchaîner sur un autre film noir, le dernier de cette session, et un film très important, en tout cas, qui nous a tapé dans l'œil. Mark Dixon, Détective 1950, titre original, là encore, beaucoup plus joli, Where the Sidewalks End, quand les trottoirs se terminent. Là où s'arrête le trottoir. Là où s'arrête le trottoir. Dan Andrews, Gene Tierney, nos habitués, et dans une histoire, là, très urbaine, très noir. Là, c'est peut-être le plus noir des films noirs. Là. Et qui est un classique des situations policières où celui qui enquête est le coupable. Et qu'il est obligé d'effacer ses traces. Et alors là, le scénario est au petit poil, du début à la fin. Il y a pas de... On ne va pas le raconter parce que ça serait dévoiler l'intérêt, mais sur un fond d'histoire relativement classique, enfin qu'on a déjà vu. Moi, je sais pas, je repense au film de Corneau, là, Le choix des armes, enfin, mais il y en a plein que j'ai pas en tête. Et là aussi, je trouve que c'est l'enquêteur est coupable, en quelque sorte. C'est ça. Après, on verra à quel degré, mais... mais c'est un vrai flic, et il a franchi une ligne qui risque de lui coûter et son grade et sa liberté. Et il est chargé de l'enquête. Oui, voilà. Et c'est là où c'est... Mais en fait, il a eu raison de le faire. Oui, parce qu'on a suivi depuis le début les circonstances. Mais vous avez raison, il est hors de question de spoiler quoi que ce soit. Mais c'est intéressant parce que ça nous met dans une position, le spectateur, dans une position d'acuité dramatique particulière, puisque pour le coup, le héros qui subit un funeste destin, on est obligé de l'accompagner dans son angoisse. Et du coup, on joue à contrario des clans habituels. Et le film est extraordinairement oui, il n'est pas là pour faire triompher la justice ou la vérité. Non. Il est là pour s'en sortir. Mais ce qui est terrible, enfin ce qui est bien, c'est qu'il a eu raison de faire ça, parce que il châtie un salopard, un méchant. Mais bon, il faut aussi préciser que ce sont les retrouvailles de Preminger avec Dana Andrews et Gene Tierney. Et là, il leur donne des rôles, je dirais, quand même très différents de ce qu'on a vu dans Laura. Et ils sont, une fois de plus, tout aussi attachants et fascinants. Well, Kenneth was drinking and we had a quarrel. I understand he hit you. Yes. Did you see him hit Morrison? No, I didn't. I left. Where'd you go? Home. Take a taxi? No, I met my father at his stand, a block from the hotel. He's a taxi driver. He drove me to the subway. Did you hear from Payne after you got home? Yes, he telephoned. What'd he say? I don't know. I hung up. What time was that? About 12:30. Did he call from his house? No, How do you know if you hung up without talking to him? because my father went down to Ken's place after he dropped me. What for? Really? Is this necessary? We think so, Miss Taylor. Well, I didn't want to tell him anything. But I was crying, and he noticed the bruise. What'd he say? He was very angry. He told me before that... What? Well, that if Ken ever hit me again, he'd beat his head off. Morrison was killed last night. No. At Scalise's place, shortly after you left.
He was killed with a knife. Il y a quelque chose sur la ville de New York, il y a notamment un plan avec un métro aérien qui passe au-dessus d'une voiture, c'est-à-dire qu'il y a une présence. L'usage de ces transparences est tellement savant, ça vous donne la maîtrise de ce qui se passe derrière, de ce qui vit, et sur le plan de la lumière, et sur le plan de la ville, du poids de la ville, comme quelque chose qui menace de façon immanente tous les personnages, puisqu'il y a des chauffeurs de taxi, etc. Sans ces transparences-là, pour le coup, à l'époque, ils ne savaient pas le faire. Et donc, c'est l'inversion de la contrainte pour en faire un élément poétique et esthétique très fort, me semble-t-il. Et c'est New York, tu es sûr, c'est New York? Oui, c'est... Si ça n'est pas New York, ça y ressemble. Ah bon, ouais. C'est New York, c'est New York. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le loop. C'est New York, avec justement le métro aérien et la plage. Alors, le film est tendu par quelque chose d'important qui est constitutif du récit et qui justifie le récit, c'est que le personnage de Dana Andrews est dominé par la violence, est dominé par l'incapacité. C'est un bon flic, mais toutes ses enquêtes sont menées à coup de poing. Et c'est assez intéressant parce que le flic de ces années-là est souvent... Humphrey Bogart est aussi dans ça. Et d'ailleurs, Humphrey Bogart a joué dans le fameux film, la même année, le film de Nicolas Ray, Le Violent, pour son titre français, qui n'était pas vraiment une histoire policière, mais dans laquelle la violence était plus psychologique, c'était plus quelqu'un qui avait... Et il y a un rapport du flic au passage à tabac dans ces années-là, qui est tout à fait impressionnant, quoi, puisque là, par exemple, c'est vrai que ça cogne, dans celui-là comme dans les autres d'ailleurs, ça cogne pour faire parler, quoi. Il y a une sorte d'institution de la torture légale, et au cœur de ce film-là, c'est vraiment intéressant, parce que Dana Andrews, on a l'impression, là encore, que son jeu est sans arrêt entre... borderline, à la limite du moment où il risque de... Alors qu'il est obligé de gérer une situation qu'il doit dominer de toute son intelligence, il est sans arrêt... Mais il est aussi dans la culpabilité, c'est ça, c'est qu'il est toujours entre les deux. C'est-à-dire qu'il est fonceur dans son enquête, parce qu'il y a néanmoins une enquête, il y a ce que lui a commis et... pour lequel, chose pour laquelle il se sent coupable et qu'il va essayer d'effacer. Mais il y a aussi une enquête qu'il poursuit et sur laquelle il prend des risques énormes, d'ailleurs, en allant voir des caïds dangereux. Et, bon, je n'en dirai pas plus. Encore une fois, on peut dire que la psychanalyse n'est pas loin, puisqu'en fait, tout ce qui est... En tout cas, le passé des personnages est là pour expliquer la nature de leur relation aux autres et de leur comportement. On explique que c'est parce qu'on a eu des parents, c'est parce qu'on a eu une enfance, c'est parce que c'est presque un peu surligné d'ailleurs. Mais enfin, bon, le film est tout à fait remarquable. Enfin, Charles, vous êtes d'accord? C'est un film assez impressionnant. À la différence du précédent, il n'y a pas de faiblesse du côté du scénario. Voilà. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec un scénario qui est plus costaud, le génie enfle. Voilà. C'est-à-dire, et le code de jeu des acteurs, c'est absolument inouï. C'est ce monolithe de Dana Andrews qui trimballe. C'est de la souffrance par apposition, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas à le jouer. C'est-à-dire une fois qu'on sait ce qu'il endure, puisqu'on connaît la situation, moins il en fait, plus il exprime sa tourmente. C'est extrêmement habile de ne pas le pousser à surindiquer, et de ne pas surindiquer avec la caméra, et de ne pas surindiquer avec la musique. Et face à ça, il y a la génuité de Gene Tierney qui pense que ça va s'arranger avec son sympathique papa, chauffeur de taxi, qui pourrait être un témoin à charge parce qu'il est passé ce jour-là. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais est-ce que c'est parce que j'ai été captivé par le film que je suis beaucoup plus rentré dedans? J'ai l'impression que la mise en scène est moins majestueuse que... Absolument. Hein, non, c'est beaucoup plus découpé. Voilà, oui, voilà. Ça souscrit plus au genre pour ça. Mais parce que les choses en arrêt sont plus... factuelles. Oui, sont plus factuelles, sont plus nombreuses, les séquences sont plus courtes. Il y a beaucoup de situations.
mais... Oui, beaucoup de décors. Ouais. Et nous sommes maintenant en 1950, c'est-à-dire qu'on a quitté les années 40 et on parlait tout à l'heure de grammaire cinématographique, elle évolue aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça veut dire aussi on va voir avec Carmen Jones qu'il est revenu. Alors il y a peut-être aussi des problèmes techniques qui jouent. C'est fort possible. Je pense que dans Carmen Jones, il se complique la vie. Hein. Oui, oui, non, mais vous avez absolument raison, mais ça veut dire, ça veut dire que c'est un metteur en scène qui parle de l'histoire pour faire sa mise en scène et pas l'inverse. Oui, c'est-à-dire, donc, bien sûr, encore, respect, comme on dit. Au service de... I've been looking for you for an hour, Mark. Scotch and water, Bill. Gotta hand it to Thomas. He wrapped this one up quick. His first job, too. I didn't think he had it in him. Stop talking like an idiot. He bungled it. Oh, wait a minute, Mark. That ain't fair. Don't tell me what's fair. I know. Scalisi did it. Scalisi did both jobs. Morrison and Payne. You can't go against the facts, Mark. I bet Jiggs Taylor confessed the whole job in a day or two. See you later. Where you going? I'm going to get it out of Scalisi. Wait a minute, Mark. You're not on that end of it. You know the boss's orders. He's got a plan on Scalisi. Let me go. Look, Mark, I'm gonna give it to you straight like a friend. I don't like to see you made a monkey out by a girl with a pretty face. You got a record to protect. You're as dumb as Thomas. Come on, I'll drive you home. You're driving me nowhere, you dumb lug. You stick with your boss and his orders. You let me go or I'll paste you. On fait un petit saut dans le temps, 1954. On est toujours à la Fox, même si Preminger a pris ses distances avec le studio pour rentrer dans une logique personnelle d'autoproduction, de production via d'autres structures. Et là, on est sur un film qui n'a absolument rien à voir, Carmen Jones, avec un casting intégralement noir, enfin, que des acteurs afro-américains, comme on dit aujourd'hui, et qui transpose un musical de Broadway au cinéma, et qui transpose surtout un opéra signé par un Français, qui est Georges Bizet et qui est Carmen. Carmen Jones, transposée dans l'Amérique des années de la guerre, avec Harry Belafonte et la très belle Dorothy Dandridge dans le rôle de Carmen Jones. Quelques mots peut-être au préalable sur Georges Bizet et le destin de Carmen, avant que d'en arriver à cette version américaine. Le destin de Carmen, en l'occurrence, Bizet tombe amoureux d'une nouvelle de Prosper Mérimée, Carmen, et demande à deux auteurs à l'époque, Meillac et Halévy, d'en faire une adaptation pour en faire un opéra. Et précisons même un opéra comique. Définition, il y a des récitatifs dans l'opéra comique, ce qui était absolument impossible, enfin inenvisageable à l'opéra. D'ailleurs, le Carmen sera destiné à l'opéra comique de la rue Garnier et non pas à l'opéra. Toujours est-il que l'opéra de Bizet a un accueil assez froid, disons-le, et critique et public. Et Bizet mourra peu de temps après, et l'opéra va faire un triomphe posthume, si je peux m'exprimer ainsi, et devenir un des opéras les plus célèbres du répertoire. Et là-dessus, un certain Oscar Hammerstein, le second, le second un des grands moguls de Broadway, décide d'en faire une adaptation dans un univers totalement différent, c'est-à-dire que nous ne sommes plus à Séville, mais on est dans l'Amérique profonde. Ce ne sont plus des cigarettières. Oui, des cigarettes. Mais comme l'action se passe en 1943, durant la Deuxième Guerre mondiale, on est dans un univers militaire où les femmes du village en question sont là pour plier des parachutes. C'est-à-dire que les cigarières d'hier sont devenues des parachutières. Et donc l'histoire est
totalement transposé. Et c'est toujours l'histoire de cette fille, quand même, qui ne pense qu'au sexe, quand même. Qui ne pense qu'à une seule chose, c'est à l'amour. D'ailleurs, disons plutôt l'amour, puisque l'amour est enfant de bohème. Love's a baby that grows up wild, and he don't do what you want him to. Love ain't nobody's angel child, and he won't pay any mind to you. One man gives me his diamond stud, and I won't give him a cigarette. One man treats me like I was mud, and all I got that man can get. That's love. He don't do what you want. That's love. Love ain't nobody. That's love. He won't pay. Et qui joue de son charme et de son côté sexy pour séduire qui elle veut, qui elle entend, y compris séduire certains hommes qui n'ont pas forcément envie d'être séduits, ce qui va être le cas de ce qui était Don José dans la version initiale et qui, dans l'adaptation de Hammerstein, devient Joe, un militaire qui va bientôt s'engager dans l'aviation. On peut dire que c'est quand même une version un peu plus jazz, hein, c'est plus... Totalement. Et vous le disiez à l'instant, nous sommes dans un univers intégralement afro-américain. Voilà. Alors, je pense qu'il faut dire que ce n'est pas une adaptation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des correspondances directes. Non, c'est une transposition. Voilà, c'est une histoire dans laquelle il y a à peu près les mêmes enjeux affectifs, les mêmes groupes, mais qui sont transposés dans une autre époque, une autre activité, une autre relation, etc. C'est-à-dire le toréador est un boxeur poids lourd, mais après, la correspondance, elle ne va pas plus loin que ça. D'autre part, à la différence de l'opéra de Bizet, qui d'ailleurs est toujours décrit comme un opéra comique, parce qu'il y a quelques récitatifs dedans, très peu, 30 secondes, mais bon, à l'opéra, on a des règles. Ça rigole pas. Faut pas déconner, mais là, ça marche sur le fait que, d'un point de vue matriciel, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que ça se destine à des gens qui ont une sorte de conscience de ce qu'est l'opéra de Bizet. C'est comme ça que ça marche. En revanche, là, il y a du dialogue. C'est-à-dire que pour que ça puisse tenir dans un calibre cinématographique, alors je ne sais pas comment c'était à Broadway, mais il y a du dialogue et il y a des airs. Incontournables. Incontournables, parce que Carmen, c'est un opéra dans lequel il n'y a que des tubes de cette musique-là. Et donc, sur le plan musical, c'est extrêmement respectueux. C'est arrangé un petit peu plus moderne sur le plan orchestral, mais c'est respectueux. Et le film est fait en playback, c'est-à-dire qu'il a fait, Preminger a fait enregistrer le chant par des chanteurs lyriques. Carmen, c'est Marilyn. Alors qu'il avait deux chanteurs. Et alors qu'il avait deux chanteurs. C'est à l'envers que ça se passe. C'est-à-dire qu'il fait chanter, parce qu'il ne veut pas trahir l'esprit lyrique de la chose, il dirige l'enregistrement, et après, il prend, pour ces deux principaux, des gens qui sont des chanteurs, mais qui sont des chanteurs de variété, mais qui sont des musiciens, et qui donc peuvent se réapproprier ce playback pour le jouer techniquement et sincèrement plus juste. Quand on regarde notamment l'air de Joe quand il est dans le camp militaire, qu'il est torse nu, là quand il a été foutu au Newf, la respiration. C'est la fleur que tu m'avais jetée. Voilà. La respiration, parce qu'en plus on le voit d'Harry Belafonte par rapport à la puissance du chant, c'est absolument comme si c'était lui qui chantait. Le travail qu'il fait, c'est extraordinaire. Et ça n'entame pas l'émotion de l'interprétation. In myself through every dark night, on my lonely eyes laid this flower, and so I'd sleep the whole night through, and dream of you. I'd wake up with no one near me and talk for the dim walls to hear me. See
ain't the best, they all the same, like all the rest. She's just a dame. Pareil chez elle. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y en a une ou deux, donc la copine, où c'est un peu moins réussi, alors que c'est elle qui chante. C'est elle qui chante. On parle de Pearl Bailey. Voilà, et elle n'arrive pas à rattraper son propre playback. Mais le fait que ce soit fait en playback, techniquement, c'était la norme pour les comédies musicales à l'époque, parce que sinon, il n'y avait pas de synchronisme possible. Donc, de toute façon, Singing in the Rain, c'est fait en playback. Bon. Je crois que c'est Straub, avec son Moïse Aaron, qui a été le premier à faire du direct sur l'opéra. Hein. Et alors, il y a, sinon, pour être complet sur le playback, la version cinéma des Misérables, comédie musicale, avec Anna Thaoué, a été faite d'une manière extrêmement particulière, c'est-à-dire qu'il y avait un pianiste, comme dans les répétitions d'orchestre à l'opéra, qui était dans une cage de verre, donc isolée du plateau, et qui les accompagnait, et ils avaient des oreillettes, ce qui permettait de les faire chanter vraiment, d'enregistrer le chant sans rien derrière, et ils ont remis l'orchestre symphonique et de réorchestrer derrière, a posteriori. Et donc ce film-là est entièrement chanté en direct par tous les interprètes avec l'orchestre mis derrière. C'est exactement l'inverse. Pardon, j'ai fini ma parenthèse. Mais la fonte, j'ai l'impression, est doublée. C'est pas sa même tessiture. Hein. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, mais même ça n'est pas ça. Quand moi, je me souviens des disques que ma mère écoutait en permanence. Mais La Fonte a une tessiture qui lui aurait interdit, et puis surtout qui lui aurait interdit de chanter du lyrique. De ce niveau, dans le sens où, effectivement, ça monte très haut par moments, et il n'aurait pas été capable d'interpréter musicalement le rôle. C'est un choix radical, hein. C'est-à-dire que Preminger est très clair là-dessus, c'est qu'on ne va pas prendre de risques sur la qualité de l'interprétation musicale quand elle arrive. Bien sûr. Voilà. Donc c'est le meilleur des deux mondes, mais pour le coup, passer la petite seconde où tiens, il change de voix. Derrière, c'est brillant. Et c'est brillant à cause du chanteur lyrique dont on utilise la voix et de l'interprétation des gens qui font le playback. Je pense qu'ils sont plus séparables, enfin, selon moi. Non, mais c'est un vrai bonheur pour les gens qui connaissent et qui apprécient Carmen. Effectivement, ce ne sont que des tubes, chaque thème, de les retrouver, justement, transposé et interprété par des chanteurs et des comédiens black, avec une orchestration plus jazzy, reconnaissons-le, mais qui comment dirais-je, qui n'est jamais un massacre de la version originale. Il n'y a pas de modification de tempo, il n'y a pas de modification de tessiture, c'est juste que la matière orchestrale n'est pas la même. La couleur change. Mais je sais que le film a été interdit pendant très longtemps par les héritiers Bizet. Non, Meilhac et Lévy. Meilhac et Lévy, et les héritiers de Bizet toussaient un peu parce qu'ils ne pouvaient pas toucher de droit, eux. Pourquoi parce que le livret a été réadapté en anglais. Voilà. Ce ne sont pas les mêmes textes. Bref, il y a eu effectivement, jusqu'en 1981, le film date de 1954, jusqu'en 1981, où les choses se sont apaisées, et où la Fox a restitué les droits. Un gros souci, car les héritiers de Meilhac et Lévy avaient... allez, disons-le, faire un procès à la... Ils voulaient de l'argent, quoi. Mais ils refusaient que le film soit importé en France, et joué en France, en disant que c'était un massacre de l'œuvre de leurs parents. Mais à Broadway, ils avaient autorisé Broadway, là. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas l'interdire. Ils ne pouvaient pas l'interdire. Ils n'ont eu de pouvoir que sur le territoire français. D'où le fait que le film était invisible en France jusqu'en 1981. Moi, je l'avais vu à la Cinémathèque. Oui, moi aussi. Oui, alors évidemment, il y avait des copies qui circulaient. Mais le film n'avait pas de sortie officielle. Enfin, on peut dire que c'est quand même un film... on se sent qu'on est dans un changement d'époque. C'est que c'est un film quand même qui est relativement audacieux dans la mesure où All Black Stars, un film... On sait qu'il y avait un circuit de cinéma pour
pour les Noirs américains. Il y avait une ségrégation cinématographique. Il y avait bien quelques rôles qui étaient joués par quelques Noirs dans le cinéma hollywoodien. Mais là, on rentre quand même dans une époque où, petit à petit, l'égalité des droits va se manifester. Même si c'est un peu artificiel que de faire un film qu'avec des comédiens noirs, puisqu'après tout, dans l'armée et parmi les fabricants de parachutes, il y avait des hommes blancs et des femmes blanches et des femmes noires. Mais Preminger était un homme courageux, hein, donc de faire ça en 1954, c'était courageux. Oui. C'est quand même lui qui, avec Exodus, a réemployé Dalton Trumbo et les mecs après le McCarthyisme, qui étaient condamnés par le McCarthyisme et tout ça. C'était un progrès. C'était un tyran sur le plateau. Je crois que c'était un petit peu comme Hathaway, c'est-à-dire que de 9h jusqu'à 18h, c'était l'enfer et qu'après, c'était un homme charmant. On peut dire un mot alors Harry Belafonte, toujours vivant, qui a fait une merveilleuse carrière de crooner. On peut dire un mot de Dorothy Dandridge, qui a une carrière assez courte, qui meurt prématurément à l'âge de 42 ans d'abus de médicaments, carrière qui n'a pas vraiment décollé, alors qu'elle est éblouissante. C'est la première femme noire à être nommée aux Oscars pour le meilleure interprétation. Mais excusez-moi, elle a chanté l'opéra, Dandridge, non? Non, elle faisait des tournées de blues, de soul, avec sa sœur et la grande Etta Jones aussi, avant de rentrer progressivement à Hollywood et petit à petit de jouer des petits personnages. Là, c'est une magnifique actrice. Elle est d'une beauté et d'une grâce incroyable. Elle a le chien de Carmen. Ah oui, tout à fait. Ce qui me permet d'ailleurs de placer ma réplique, qui est... elle dit alors, tu vas apprendre à piloter, dit-elle à Joe. Et elle lui dit, j'espère, en roulant devant lui, que tu te serviras d'un de mes parachutes. Voilà. Donc, quelques mots encore pour conclure sur... Tout ce qu'on a dit sur la mise en scène qui occupe l'espace, qui est fluide. Alors dans le cas particulier, c'est exemplaire. Je pensais à montrer dans les écoles, notamment l'air de Carmen dans le réfectoire, où il y a 3 plans sur 4 minutes. Je me suis arrêté pour essayer de recomprendre comment ça pouvait circuler, comment ils arrivaient à passer la caméra sans qu'il y ait d'ombre. Enfin, c'est de la folie. Le premier plan, d'ailleurs, le plan qui est un plan extérieur, où la petite descend. Grand travelling, parce que c'est travelling par droit, quoi. Donc on se dit, alors, combien de planches ils ont mis pour pouvoir rouler avec des pneus, avec ce... arrêtez avec vos pneus maintenant. Vous me mettez la pression. Voilà. J'ai cru comprendre, pardonnez-moi, je vous interromps, juste, j'ai lu quelque part qu'en plus, il avait eu des problèmes économiques, je parle de Preminger, avec la Fox, et qu'il a été obligé de tourner très rapidement, en 4 semaines, ce film en question. Et beaucoup de répétitions. Quand on voit le résultat, c'est oui, avec beaucoup de répétitions. Énormément de répétitions, heureusement. Oui, mais tu ne peux pas répéter les mouvements de caméra. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si déjà, à mon avis, les répétitions avaient des places, et il y avait l'opérateur, et on pouvait marquer au sol, etc. C'était quand même tourné en studio, encore une fois. Et puis c'est des équipes, etc. Et puis ça tourne 12 heures, enfin c'est pas comme forcément chez nous aujourd'hui. Stand up and fight until you hear the bell. Stand toe to toe, straight blow for blow. Keep punching till you make your punches tell. Show that crowd what you know. Until you hear that bell, that final bell. Stand up and fight like hell. Stand up and fight. Stand up and fight. And fight like hell. 3 cheers for Husky Miller, the coming champion of the world. Drinks for everybody in the house. Inform the gentleman behind the bar, Mr. Franklin. Let's set him up. Drinks on Husky Miller. Hello, Heatwave. Introduce yourself. You talk like you know me already. I noticed you right off up on the balcony. Did you notice me? Why, no. You was acting so bashful. I didn't hardly know you was there. Hey, you talking to the champ. He just looks at a chick and right away she's down. Shut your teeth. Excuse my dust, gentlemen. The air's getting mighty unconditioned around here.
Lubitsch Preminger pour aujourd'hui, c'est terminé. Maintenant, on va parler un petit peu avec notre invité, notre ami gentil de votre part, mais... Luc. Alors, non, je voulais dire que, outre ce qu'on a dit sur notre ami Luc, qui est donc scénariste, réalisateur, qui a aussi une très abondante carrière de réalisateur de télévision, parce qu'il ne faut pas l'omettre, et même d'homme de publicité. Donc, c'est un réalisateur pluri-image, pluri-genre. Un tout petit peu de théâtre aussi. Un tout petit peu de théâtre, absolument, deux. Loïs Levray et... Les Joyeux de la Couronne. Voilà, sur Laurel et Hardy. Pièce d'Alain Rioux. Luc écrit des livres de cinéma. Le premier sur son expérience d'assistant avec Eustache, ça s'appelle Au travail avec Eustache, que je vous recommande. Parce que même si on n'est pas fan d'Eustache, il y a une plongée dans la radicalité cinématographique, dans le statut de l'homme artiste souffrant, créant, vu en première ligne par son collaborateur le plus proche, et dans des films qui étaient difficiles à faire matériellement, donc avec un engagement personnel qui me semblait véhément et remarquable. Et là, apparaître bientôt un livre qui, en suivant le fil de la biographie du grand opérateur français Pierre Lhomme, qui a disparu récemment, explore, documente et interroge la fonction du directeur de la photo dans le cinéma de fiction. Mais je vous laisse la parole. Merci, on dirait que tu as lu les livres. J'ai lu les bonnes feuilles. Non, Charles me relit avec beaucoup de générosité. Ça s'appelle Les Lumières de l'Homme, ça doit paraître en principe au printemps, toujours chez le même éditeur qui est Actes Sud Institut Lumière, donc avec le label Frémaux Tavernier. Et voilà, et donc ça parle, comme tu l'as dit, bien sûr de ce que c'est qu'un chef opérateur et des différentes écoles que ça peut dont c'est la résultante, mais aussi un petit peu du métier d'assistant opérateur. Et puis ça parle aussi de l'évolution de la production cinématographique française principalement. Luc Béraud, pour conclure, une question qui me taraude toujours. J'ai dit avant de commencer, enfin en commençant cette rencontre, que vous faisiez partie du cercle des cinéphiles cinéastes, qui est un cercle franco-français, mais enfin il y en a d'autres, il y a Scorsese, il y en a à l'étranger aussi. La question que je me pose toujours, c'est que quand on a une telle culture cinématographique, quand on sait tout sur Lang, et ses petits camarades, enfin vous êtes quand même... Je suis un nain auprès de Tavernier, bien sûr, Eisenschitz, Brion, je suis en maternelle. Hein. Quand on est sur le plateau, quand on a un film à tourner comme cinéaste, est-ce qu'on n'est pas encombré par toutes ces références? Moi, je me souviens d'une parole malheureuse de Ricien. Quand il avait fait son premier film, il disait « Je connaissais tellement bien le cinéma américain que je connaissais tous les axes ». Ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on a, en plus, j'ai souvent écrit ou coécrit les films que j'ai faits, on essaye de savoir ce qu'il y a dans ce qu'on essaye de raconter. Et c'est là où on sait. Alors, ce qu'il y a, c'est que personnellement, j'ai toujours admiré ces mises en scène amples dans lesquelles les acteurs jouent ensemble et tout. Et que, comme John Ford, j'économise mes gros plans. Si vous voulez, j'ai appris la vie, comme disait Truffaut, j'ai appris la vie en regardant les films, et en même temps, j'ai un peu appris comment raconter les histoires. Et voilà, je suis atrocement agacé par les films de Scorsese actuels qui sont que des petits plans de 4 secondes. Je déteste le cinéma de Keshish, de ce qu'il est devenu. Hein. C'est-à-dire, on se demande pourquoi il va à 7 tourner ses films, puisqu'il pourrait tourner devant des borgnoles et insérer derrière des décors. Voilà, j'essaye personnellement de mettre mes acteurs dans un décor et dans une lumière et d'essayer de faire vivre. Donc, j'ai pas vraiment de référence. Peut-être quand on écrit. Je me souviens de Claude Miller, qui était aussi un très grand cinéphile. Quand on écrivait les scénarios ensemble, on faisait référence quelquefois même, on trouvait des solutions, comme le disait Truffaut. D'ailleurs, c'est Rioux qui m'avait fait remarquer qu'il disait Truffaut parlait tout le temps du Hitchcock, mais en fait, il pillait Lubitsch. C'est ce qui est assez judicieux. Donc voilà, la cinéphilie, ça sert à reconnaître des situations dramatiques et à les intégrer pour son œuvre personnelle. Merci d'être venu.
On aura d'autres occasions. Il y a tellement de films à commenter encore et on a toujours faim. À bientôt. Merci.